Bien, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de mettre le micro, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà, correctement. Alors, nous allons reprendre le cours. Donc, alors sous la même forme, je dis ça pour ceux qui l'ont de manière enregistrée, qui sont donc en ligne. J'ai décidé de supprimer la caméra. Donc vous aurez uniquement le PowerPoint parce que je me suis aperçu que quand on veut regarder le cours à partir de son smartphone, par exemple, parce qu'on est en Moodle, vous savez que vous pouvez vous connecter sur Moodle via votre smartphone, ça marche très bien. Mais par contre, le problème, c'est quand vous lancez la vidéo, vous n'avez pas le PowerPoint. Donc je sais que tout le monde n'a pas forcément d'ordinateur portable avec lui ou d'accès à un ordinateur. Et donc si vous voulez voir le cours en forme vidéo, il vaut beaucoup mieux que vous ayez le PowerPoint sous les yeux plutôt que ma tête qui parle, même si je suis d'accord qu'avoir ma tête, parfois, ça permet parfois d'écouter avec plus d'attention. Donc, nous allons reprendre. Alors, j'espère que ça fonctionne. Je n'ai pas eu de retour négatif, donc j'imagine que ça fonctionne. Je sais bien que c'est quand même plus simple de regarder le cours en vrai, avec le prof et tout ça. D'autant plus, vous pouvez poser des questions. Attendez, je vérifie que ça marche bien. Oui, donc c'est bon, on est... Le son est moyen. Voilà. Normalement, ouais, bon. On voit ici, vous voyez, le son. Et donc, ça fonctionne. Voilà, déjà 2 minutes de cours, c'est pas mal. Donc, voilà, donc du coup, vous avez ces vidéos qui apparaissent. Alors ça aussi, si vous avez remarqué, jeudi dernier, c'est la première fois que vous faisiez via PowerPoint, vous avez remarqué que vous pouvez voir le cours en direct, alors avec un petit décalage de 3 minutes, ce qui fait qu'il faut attendre un petit peu, en haut à droite de l'espace Moodle. Donc ça, c'est bien aussi si vous ne voulez pas perdre votre temps, des 2 heures que vous avez ici dans votre emploi du temps, vous pouvez regarder. Mais vous pouvez aussi regarder le cours, la vidéo, pendant 1 semaine. Et j'insiste, 1 seule semaine. J'ai encore eu des étudiants l'année dernière qui m'ont dit « Mais où est-ce qu'ils ont passé les dernières séances ?» Je les avais effacées, parce que le principe, c'est qu'il ne faut pas que vous accumuliez du retard et que vous dites « Je regarderai tout ça 2 jours avant les examens ». Je vous rappelle que l'ensemble des heures, que l'ensemble du cours, c'est 42 heures. Donc si vous voulez regarder, bon, il n'y aura pas 42 heures de cours effectif, évidemment, mais même si vous avez 40 heures de cours effectifs, 40 heures de vidéo à voir, si vous voulez faire ça en 2 jours, il ne faut pas dormir. Donc ça veut dire simplement qu'il est impossible de réviser 2 jours avant en regardant les vidéos. Donc il faut que vous regardiez les vidéos au fur et à mesure, d'autant plus que si vous venez 1 fois sur 2 dans l'amphi, en présentiel, il faut évidemment avoir vu la séance d'avant pour que ce cours ait plus de sens et soit plus compréhensible pour vous. Donc voilà, donc c'est important que vous regardiez la vidéo dans la semaine qui a suivi le cours et pas 3 semaines après. C'est la raison pour laquelle j'efface les vidéos, ou plus précisément, je ne les efface pas, je réduis l'accès de manière à ce que vous ne puissiez pas les voir. Voilà, c'est pas pour vous, c'est pas pour être méchant, c'est pour vous inciter à travailler correctement et pas à vous dire que vous allez pouvoir reporter les choses plus tard. Alors, nous en étions donc sur ce chapitre 2, un chapitre qui étudie la relation complexe que les économistes ont entretenue avec l'idée de croissance. Plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Souvenez-vous de la citation de Bouldin que j'ai mis en début de chapitre, qui nous dit que les personnes qui croient à la croissance infinie dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes. C'est une petite pique adressée aux économistes, où finalement ils considèrent que tout économiste, par définition, soit est fou, mais surtout croit à la croissance comme si c'était absolument ontologique aux économistes, c'est-à-dire que ça fait partie d'eux-mêmes de croire spontanément à la croissance. Or, et c'est un peu pour casser cette idée reçue que je voulais faire ce chapitre, on s'aperçoit qu'en fait, les économistes, certes, ils ont conçu et inventé la croissance, mais ils ont aussi, c'est ce que je vais voir aussi ici dans cette partie sur les économistes classiques, ils ont aussi toujours, quelque part, montré les limites de la croissance. Pourquoi est-ce que... Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant qu'on pourrait étudier plus avant. Pourquoi est-ce que les économistes ont été si réticents à l'idée de croissance? Alors évidemment,
pour des raisons communes aux autres personnes, c'est-à-dire la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, mais aussi pour d'autres raisons qui ont trait un peu à la nature des économistes, qui est souvent de dire, bon, tout n'est pas possible, hein, restreignez-vous, hein, serrez-vous la ceinture, baissez les dépenses publiques, n'ayez pas trop des hauts salaires. En fait, dans l'économiste, il y a aussi cette idée de restriction, d'austérité, on peut dire aussi, qui est souvent au cœur du discours économique. Or, on ne peut pas tenir les deux choses à la fois. Si on dit qu'il y a une croissance infinie, ça veut dire que vous avez le droit à plus. Chacun a le droit à plus. Il y a un côté révolutionnaire, hein, c'est ce que je disais dans la croissance, puisque si on considère qu'il y a une croissance, ça veut dire qu'on peut donner davantage aux pauvres sans prélever aux riches. C'est ça le principe de la croissance. La conséquence logique de la croissance, c'est de dire on peut supprimer la misère. Or, la misère, elle existe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, en quelque sorte. Or, l'économiste, hein, il est toujours un peu le véhicule de l'idéologie dominante. Hein, c'est ce que dit Joanne Robinson, une économiste célèbre du XXe siècle. Il dit que l'économie, ça fait partie de la pensée qui va irriguer l'idéologie dominante. Et l'idéologie dominante, c'est souvent de dire, bon, il ne faut pas de révolution, il faut maintenir le système tel qu'il fonctionne, parce que certes, il ne fonctionne pas parfaitement, mais c'est le meilleur qu'on ait. Alors pourquoi l'idéologie dominante dit toujours cela ? Simplement parce que pour une raison simple, c'est que l'idéologie dominante, elle est par définition, elle tend à servir les intérêts des classes dominantes, et les classes dominantes, elles ont intérêt au maintien du système. Hein. Donc l'économiste ou l'idéologie dominante ne peut pas dire il faut une révolution, il faut tout changer, il faut mettre à bas l'élite, parce que justement l'élite, ça fait partie, les économistes font partie de l'élite. Donc voilà, vous avez donc une réflexion sur la croissance qui est en fait une réflexion complexe, parce que dire il y a une croissance possible, ça veut dire aussi, implicitement, ça veut dire la misère n'est pas acceptable, puisqu'on peut donner davantage à tout le monde, notamment aux pauvres, sans prélever aux riches, alors que si vous pensez à un monde sans croissance, eh bien vous ne pouvez pas donner davantage à certains sans prélever à d'autres. C'est ça le principe. Alors, sur ce, je reviens sur le cours, hein, le contenu du cours, et dans lequel je voudrais donc évoquer avec vous sans doute le penseur qui a été le plus influent dans la pensée économique, hein, et encore aujourd'hui, qui reste un penseur extrêmêmement influent, qui s'appelle Adam Smith. Alors j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois. Adam Smith, donc, c'est un penseur du XVIIIe siècle, hein, il est écossais. On considère qu'à cette période, au milieu du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait les Lumières écossaises, c'est-à-dire tout un ensemble de penseurs écossais qui ont beaucoup contribué à la réflexion politique et donc économique. Un peu comme le siècle des Lumières en France. Hein. Alors, il faut savoir que l'Écosse, elle n'est pas forcément plus riche que l'Angleterre. Hein, vous savez, c'est la partie au nord de la Grande-Bretagne. Elle n'est pas forcément plus riche que l'Angleterre, mais elle a un niveau d'éducation très important. Hein. L'instruction était obligatoire en Écosse avant l'Angleterre. Et donc, on a des universités importantes, hein, notamment celle de Glasgow, dans laquelle Adam Smith enseigne. Alors, Smith, je l'ai dit aussi, c'est un philosophe, c'est pas un économiste à la base, hein, mais il a écrit d'ailleurs un livre qui correspond un peu à son cours, hein, parce que c'était un universitaire qui s'appelait Théorie des sentiments moraux, la théorie des sentiments moraux, qui vise justement à réfléchir sur le cœur de son métier, c'est-à-dire la morale, hein, la question de l'homme en société, comment il vit. Et puis, sur la fin de sa vie, en 1776, hein, donc, il écrit donc son œuvre qui aujourd'hui est la plus connue, qui est Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, dont on a déjà parlé dans le chapitre introductif. Alors, il essaye d'élaborer une théorie qui est fondée, hein, alors là aussi je vous présente ça très brièvement, mais vous aurez l'occasion de lire Adam Smith dans les fiches de TD, dans les TD. Hein, donc vous allez recevoir, alors pour le groupe Matéco, vous avez déjà reçu normalement les fiches de TD ce matin, parce que vous avez eu un premier TD. Pour les autres, les TD commenceront la semaine prochaine, et vous recevrez les fascicules de TD sous format papier en début de cours de TD par votre chargé de TD. Donc vous pourrez aussi vous amuser à lire les textes, enfin vous amuser. Vous aurez de toute façon à lire des textes dans le cadre de vos TD, mais vous ne ferez peut-être pas tous les TD, donc vous pouvez lire aussi pour vous-même les TD que vous ne ferez pas. Il y a 11 TD dans la fascicule TD, mais il n'y a que 9 séances, donc il y en aura 2 que vous ne ferez pas, mais vous pouvez tout à fait les lire. D'ailleurs, je vous invite à être curieux, à lire des livres, à regarder des vidéos. Je vous ai donné une bibliographie, allez voir dans l'espace Moodle toute la bibliographie, éventuellement les petites vidéos. Nous en verrons une tout à l'heure d'ailleurs à la pause. Alors,
la théorie de Smith, elle est fondée en quelque sorte, en résumé, sur 3 grands principes. Le premier principe, c'est la théorie de la valeur travail. Alors, là aussi, une chose qui est importante. L'une des grandes questions de l'économie, c'est bien sûr d'où vient la richesse. Qu'est-ce qui détermine la richesse au fond d'une société? Et quand on veut comprendre d'où vient la richesse, il faut déterminer finalement quelle est la caractéristique de cette richesse, et donc il nous faut une théorie de la valeur. La théorie de la valeur, c'est qu'est-ce qui a de la valeur, pourquoi telle chose vaut 2 fois plus que telle autre, et ça ne peut pas se limiter à une théorie des prix. Donc il faut bien distinguer ici théorie de la valeur et théorie des prix. Les prix, c'est ce qu'on constate. D'accord ? On constate, si on va dans un magasin, que les pommes valent 2,50 € le kilo, les cerises valent 10 € le kilo. Donc on peut se dire, bah voilà, les cerises au kilo ont 4 fois plus de valeur que les pommes. Mais en réalité, si on pense comme ça, ça ne suffit pas. Parce qu'on s'aperçoit que le prix des cerises et le prix des pommes évoluent. Or, ce qui est important, c'est de comprendre non pas juste ce qu'on observe, mais les causes de ce qu'on observe. Ce que permet la théorie de la valeur, c'est d'expliquer les prix au fond. Pourquoi les cerises sont-elles plus chères que les pommes? Et si on regarde juste, on constate juste les prix sur les marchés, on ne trouvera pas l'explication fondamentale. Donc il nous faut une explication fondamentale qui explique pourquoi les cerises valent plus que les pommes. Alors derrière cette théorie de la valeur, il y a plein de réflexions qu'on peut avoir. Peut-être qu'on peut se dire parce que les cerises ont plus de valeur que les pommes parce qu'elles sont meilleures. Mais si on pense à ça, bon, c'est pas si simple non plus, parce que meilleur, qui décide qu'une cerise est meilleure qu'une pomme? Alors chacun peut avoir ses préférences et ses goûts, mais au final, les prix qu'on constate, c'est des prix qui sont acceptés par tout le monde, qui sont les prix collectifs. Alors, Adam Smith réfléchit à ça. Il dit, est-ce que par hasard, la valeur ne serait pas liée à l'utilité? Et quelque part, on peut considérer qu'une cerise aurait plus de valeur qu'une pomme parce qu'elle a plus d'utilité qu'une pomme. Mais Smith rejette cette hypothèse avec un argument qui est contestable. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le contester, mais vous aurez l'occasion de le voir, qui est de dire le problème, donc l'argument de Smith, c'est celui-ci. Le problème, c'est qu'on a des objets qui sont très utiles, comme l'eau, par exemple, l'eau qu'on boit, qui est indispensable pour la vie humaine, et qui en même temps n'ont pas beaucoup de valeur, manifestement, parce que sur les marchés, on achète de l'eau pour pas grand-chose. Alors qu'à l'inverse, le diamant est peu utile, je veux dire, il n'est pas indispensable à la vie, mais lui, par contre, il a une très grande valeur. Donc Smith dit, le problème de l'utilité, alors outre le fait que c'est subjectif, il y a des contre-exemples suffisamment importants pour qu'on rejette ce principe de la valeur. Et donc, il va essayer de postuler une autre manière d'expliquer, donc au fond, d'expliquer le fondement des prix, c'est ce qu'il appelle la théorie de la valeur travail. C'est ce que nous, on appelle maintenant la théorie de la valeur travail. Alors, ce n'est pas Adam Smith qui l'invente, cette théorie, elle existait auparavant, mais c'est lui qui va l'utiliser comme principe pour penser la richesse. En gros, si on veut comprendre la richesse, d'où vient la richesse, il faut s'intéresser à la valeur. Et quel est le fondement de la valeur? Eh bien, il fait l'hypothèse que le fondement de la valeur, c'est le travail. Alors, on peut d'ailleurs observer que le livre 1 s'ouvre sur une phrase qui explique la théorie de Smith dès le départ, et c'est quelqu'un qui est quand même très clair, qui dit les choses très clairement. Il dit « Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie, et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail ou achetées des autres nations avec ce produit. » Alors, la phrase, en fait, n'est pas compliquée à comprendre. Elle est parfois écrite de manière un peu alambiquée, comme on le faisait au XVIIIe siècle. Mais en fait, elle est très simple. Elle dit « Le fonds primitif qui fournit à la consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes de la vie. » Ça, c'est la richesse. La richesse, pour Smith, c'est défini comme, et comme pour moi aussi, pour tous les économistes encore aujourd'hui, ce sont les choses qui sont nécessaires et commodes à la vie. Nécessaire, c'est tout ce qui nous est indispensable. Commode, c'est tout ce qui nous est facultatif, mais qu'on aime bien avoir. Bon, dans ce cas-là, tout ça, c'est la richesse. Voilà, la richesse, c'est à la fois, par exemple, un cours d'économie que vous avez là maintenant, c'est quelque chose qui vous est soit commode, soit nécessaire, ça dépend de ce que vous pensez, mais en limite qui vous sera utile pour trouver du travail plus tard. Voilà, vous avez un ordinateur, vous avez un stylo, vous avez une feuille. Bon, tout ça, c'est des choses qui correspondent à la richesse. Vous êtes assis, l'amphithéâtre est chauffé, il y a un vidéoprojecteur.
Tout ça correspond à de la richesse, c'est des choses qui nous sont utiles ou nécessaires, ou même commodes. Voilà. Cette richesse, elle vient d'où? Eh bien, il dit, elle est prise sur le fonds primitif. Le fonds primitif, c'est ce qui est au fond, c'est ce que tu dis, hein, c'est ce qui permet d'avoir cette consommation annuelle, hein, parce qu'on consomme ces biens-là, on les utilise, hein, c'est ça aussi. Et donc, ce fonds primitif qui nous fournit tout cela, nous dit-il, c'est le travail annuel d'une nation. Annuel, ça veut dire pendant un temps, hein, donc on a un peu cette histoire de PIB, hein. En gros, le PIB, il est le produit du travail, le produit intérieur brut, hein, qui est une création de richesse annuelle. Et bien cette création de richesse annuelle, sur laquelle on va prélever notre consommation, elle est fournie, nous dit Adam Smith, par le travail. Et ensuite, il dit, ces choses, non seulement toutes les choses qu'on a viennent du travail, mais toutes ces choses sont toujours le produit immédiat de ce travail, c'est-à-dire que tout ce que nous avons, c'est le produit du travail. Par exemple, ce que vous avez là, vous recevez un cours, c'est le produit de mon travail, c'est moi qui ai travaillé pour faire ce cours, donc vous bénéficiez de ce cours. Mais l'ordinateur que vous avez, eh bien lui, il est le produit du travail des Chinois, puisqu'il a été importé, enfin chinois, peut-être d'ailleurs, je résume, hein, d'Asie en général, eh bien vous avez un ordinateur. Donc là, ce n'est pas le travail des Français, mais c'est le travail d'une autre nation qui a produit cet ordinateur. Donc, en fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous consommez, tout ce que vous bénéficiez comme richesse, ça vient du travail, nous dit Adam Smith. Bon, encore une fois, il ne démontre pas cela. La théorie de la valeur, c'est jamais une démonstration, parce que comment voulez-vous démontrer la cause de la valeur? Mais c'est une supposition, c'est un principe. Hein, donc, je vous dis, ce principe, c'est le postulat à partir duquel on va raisonner. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est que du coup, souvenez-vous, quand on parle sur la croissance, mais je vais y revenir tout à l'heure, mais disons-le déjà, tout ce qui va améliorer la qualité du travail, tout ce qui va le rendre plus productif, va du coup entraîner une augmentation de la création de valeur et donc des biens disponibles. Donc l'idée de croissance, elle est liée à la question du travail. C'est ça aussi que ça permet de comprendre. Alors deuxième élément, enquête sur la cause et la nature de la richesse des nations, nous dit Adam Smith. C'est ça le titre de son livre. Donc il enquête sur l'origine. L'origine, c'est le travail. Mais quand on parle de la richesse des nations, il ne faut pas s'intéresser uniquement à l'origine du travail, il faut aussi s'intéresser à la répartition de ce travail et de cette richesse. Enfin, il ne faut pas s'intéresser uniquement à l'origine de la richesse, mais il faut aussi s'intéresser à la répartition de cette richesse. Ça, c'est une question fondamentale en économie. Il ne suffit pas de dire on produit de la richesse, il faut aussi savoir à quoi elle va être utile, comment elle va être utilisée, et surtout, à qui elle va être utile. Et donc pour cela, il faut distinguer différentes catégories de personnes, donc des classes sociales. Alors les classes sociales, là aussi, ce n'est pas Adam Smith qui, le premier, va définir des classes sociales pour penser l'économie, puisque les physiocrates, François Quesnay faisait exactement la même chose. Mais les classes d'Adam Smith ne seront pas les mêmes que les classes de François Quesnay, parce qu'il n'a pas la même analyse de la société. Alors là aussi, faites attention, ne mélangez pas les classes sociales de Quesnay et les classes sociales de Smith. Souvenez-vous, chez François Quesnay, les classes sociales, c'était en rapport à la terre. Parce que pour Quesnay, l'origine de la richesse, c'était la terre. Donc il avait une théorie de la valeur qui était la richesse dont nous bénéficions, elle vient de la nature. Donc, par rapport à cette définition de la richesse, ou cette conception de la richesse, il en déduisait trois classes sociales: les propriétaires fonciers, les agriculteurs, hein, qui sont la classe productive, et puis la classe stérile qui n'a pas lien avec la terre. Maintenant, on a une autre théorie qui n'a rien à voir avec la première, qui est une théorie qui dit que le fond de la richesse n'est pas la terre, mais le travail. Donc là, on va raisonner à partir d'une autre construction sociale. Et ici, alors il y a des points communs, on va dire. On va retrouver les propriétaires, on va retrouver mais ensuite, on ne va pas définir les autres classes de la même façon. Alors, du coup, quelle est la question que se pose Smith? C'est une classe sociale, ici, n'est pas considérée comme on l'analyse aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas un niveau de richesse qui détermine sa classe sociale. Ce n'est pas les classes supérieures et les classes inférieures comme on le fait aujourd'hui en sociologie. Non, du point de vue d'Adam Smith, c'est une fonction sociale. Une classe sociale, c'est une fonction sociale. Ça, c'est le même principe que pour François Quesnay. C'est la fonction sociale qui détermine l'appartenance à la classe sociale. Et une personne peut tout à fait appartenir à différentes classes sociales s'il a différentes fonctions sociales. Donc les fonctions sociales, c'est qu'est-ce qu'on apporte au système économique? Qu'est-ce qu'on
on apporte dans le processus de production de la richesse. Chaque classe sociale a donc un certain apport. Comme elle a un apport, elle va aussi avoir un revenu. Donc là aussi, ce qui va distinguer les classes sociales, c'est leur fonction, ce qu'elles apportent en termes de production de richesse, et leur revenu, ce qu'elles prélèvent en termes de richesse, plutôt en termes de capacité d'acheter. Donc, quels sont les apports? Comment on produit des richesses? Alors là aussi, réflexion de Adam Smith, mais qui là aussi est une réflexion que d'autres avaient à son époque, hein, qui est de dire, bon, pour produire par exemple des biens alimentaires, de quoi on a besoin? On a besoin déjà de terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de production. Alors, ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est ce qui sert à produire. D'accord? Donc, Adam Smith va distinguer, vous pouvez le noter, hein, Adam Smith va distinguer 3 facteurs de production. Et donc, vous prenez en fait, quand il pense à ça, il pense à l'agriculteur. Comment on produit du blé, par exemple, des biens alimentaires. Le premier élément, le premier facteur de production, c'est la terre. Qui apporte ce facteur de production? Les propriétaires fonciers. Donc, premier facteur de production, la terre, qui est apporté par les propriétaires fonciers, ceux qui possèdent la terre, d'accord? Et s'ils apportent leur terre, c'est-à-dire s'ils contribuent à la production avec leur terre, c'est qu'ils ont un avantage, un revenu, et ce revenu, Adam Smith l'appelle la rente. Alors attention, il y a une mauvaise traduction en anglais, rent, donc c'était le mot de Smith, rent, c'est loyer. Donc on aurait dû traduire le mot rent, ici dans le contexte, non pas par rente, mais par loyer de la terre. Néanmoins, comme on a traduit rent par rente, et qu'aujourd'hui tout le monde dit rente, je vous donne le mot, la mauvaise traduction, qui est aujourd'hui en usage. D'accord? Mais quand le mot français rente ne veut pas dire la même chose que le mot anglais rent. C'est ça le problème. Mais bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Donc c'est la rente, c'est-à-dire le loyer de la terre, qui est le revenu des propriétaires fonciers. Donc ça fait une classe sociale. Cette classe sociale, sociologiquement, c'est la même que celle de François Quesnay. D'ailleurs, François Quesnay, il écrit à la même époque que Adam Smith. Hein. Et donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'aristocratie, à la noblesse. Alors certes, toutes les terres ne sont pas détenues par la noblesse, mais c'est quand même la noblesse qui est caractérisée par le fait qu'elle possède des terres, et donc elle est riche en terres, en quelque sorte. Hein, donc il s'agit d'une classe sociale qui n'est pas n'importe laquelle, qui est aussi la classe dominante dans la société du XVIIIe siècle, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne. Hein, le roi d'Angleterre, il est un propriétaire foncier avant tout. Les lords anglais sont des propriétaires fonciers. C'est ce qui les caractérise. D'accord ? Mais encore une fois, il existe aussi des paysans riches en Angleterre, qui s'appellent les yeomen, qui sont des personnes qui possèdent leur propre terre et qui cultivent leur propre terre. Toute la terre n'est pas possédée par les lords anglais, mais on va dire que tous les lords possèdent de la terre. Vous voyez ? Donc, première classe sociale. C'est en fait, oui, on peut dire que c'est la classe dominante d'un point de vue politique. Ensuite, on a une deuxième classe sociale qui apporte, reprenons toujours le cas de l'agriculture, si vous voulez produire du blé, avoir une terre, c'est important, mais il ne suffit pas de la terre. Il faut aussi avoir du matériel. Il faut aussi avoir une charrue, il faut aussi avoir des chevaux de trait. Aujourd'hui, il nous faut des tracteurs, il faut une grange. Il faut tout un ensemble d'outils qui sont coûteux à obtenir. Hein, la ferme, ce n'est pas que la terre, c'est aussi l'ensemble des bâtiments, des aménagements qui permettent de cultiver la terre. Et ça, c'est apporté, ça, c'est ce qu'on appelle du capital. Alors, vous verrez la définition stricte de capital par Adam Smith dans le TD2. Voilà, mais le capital, ce sont l'ensemble des biens. Hein, on a déjà discuté, d'ailleurs, j'ai oublié, on avait déjà discuté dans le cours sur les mercantilistes. Le capital, ce sont les biens, la richesse qui produit qui sert à produire de la richesse. Donc ici, tous les biens de production, tous les bâtiments utiles, toute la charrue, les outils, tout ça sont du capital. Qui apporte le capital? En fait, c'est le chef d'exploitation.
Alors, on a aussi d'autres personnes qui possèdent du capital, qui ne sont pas forcément des agriculteurs, là je vous parle de l'agriculture, mais par exemple, on a évidemment les marchands, les manufacturiers. Les marchands qui sont très importants, qui sont souvent très riches, hein, on va dire les bourgeois, parce qu'ils habitent dans les bourgs, ce sont des personnes qui vivent du commerce ou de la manufacture et dont l'essentiel de leur apport, c'est du capital productif. Qu'est-ce qu'ils touchent, eux, comme revenu? Ils touchent le profit. Le profit, c'est-à-dire la différence entre le coût de production et le prix de vente, le prix auquel on a vendu la production. Ça va être l'écart entre ces deux-là, va être le profit. C'est comme ça qu'on est rémunéré quand on est un agriculteur, un marchand, un manufacturier. Donc là, je n'ai pas mis l'agriculteur, mais on peut le rajouter, puisque j'ai pris l'exemple de l'agriculture. L'agriculteur, il vend ses produits sur le marché. Bon, ça a eu la coûté. Bon, c'est bien un capitaliste, en quelque sorte, l'agriculteur. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Un capitaliste dans le sens que c'est quelqu'un qui a un revenu qui est le revenu du capital qu'il a apporté. Il n'y a pas, quand je dis capitaliste, il n'y a pas de connotation péjorative ou autre. C'est juste quelqu'un qui possède du capital et dont le revenu est le profit. Et souvenez-vous, le capital, c'est la richesse qui sert à produire de la richesse. Troisième classe, eh bien, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut du travail. Vous avez des outils, des bâtiments, vous avez des terres. Vous n'avez toujours pas de richesse. Si vous voulez produire de la richesse, il va falloir que vous travaillez. Soit vous, soit des ouvriers que vous embauchez. Si vous êtes un agriculteur riche, à la limite, vous avez peu de travail à faire. Vous vous contentez d'embaucher des ouvriers agricoles, les faire travailler, et puis voilà. Si vous êtes un agriculteur un peu moins riche, et c'est souvent le cas, eh bien vous travaillez vous-même votre propre terre, et puis quand il y a des moissons à faire ou un peu de travail de force, eh bien vous embauchez des ouvriers agricoles qui vont vous aider. Donc vous avez des travailleurs. Ces travailleurs, ils sont en général, ils touchent le salaire, qui est la contrepartie du travail, du temps qu'ils ont consacré à produire de la richesse. Alors, un agriculteur qui possède sa propre terre et qui travaille dessus, en fait, il va appartenir ici, vous voyez, aux trois classes à la fois. Il va être à la fois propriétaire foncier, contributeur de capital et travailleur. Donc, encore une fois, ces classes-là, elles dissocient des fonctions sociales, mais une personne peut avoir différentes fonctions et peut donc être, on va dire, un transclasse. C'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer cette notion de classe sociale, qui est une notion économique, de la notion un peu sociologique de classe sociale, où là, on va distinguer les riches, les pauvres, les revenus intermédiaires, etc. Là, quand on a une fonction en termes de pyramide sociale, de riches ou de pauvres, on n'appartient qu'à une seule classe, qui est déterminée par nos revenus. Mais quand on a une fonction économique, ici, une analyse économique de la classe sociale, là, une personne peut tout à fait intervenir dans différentes classes sociales. Alors, évidemment, l'agriculteur qui possède sa terre et qui travaille sur sa terre et qui possède son propre capital, ça existe, c'est même très répandu à l'époque, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser, nous, pour une analyse du capitalisme. Le capitalisme qui émerge, ce n'est pas un capitalisme agricole, c'est un capitalisme industriel. Et donc, dans l'industrie, là, on va voir quelque chose de spécifique. C'est la dissociation très forte, à la fois en termes de revenus et de pouvoir, entre, d'un côté, les manufacturiers, ils sont des entrepreneurs, des industriels, qui apportent le capital, et un capital qui va coûter de plus en plus cher et qui va être de plus en plus important, et les travailleurs, les ouvriers, qui, eux, vont travailler dans l'usine et qui auront des revenus extrêmement faibles. Donc la pensée de Smith peut tout à fait s'adapter à une société rurale et une société industrielle, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment est-ce qu'elle va être adaptée, cette pensée, à la société industrielle du XIXe siècle, donc après la mort d'Adam Smith, où justement les différences de classe vont se radicaliser. Il y aura de moins en moins de personnes qui seront dans les trois classes à la fois, de plus en plus de gens qui seront soit dans la classe des capitalistes, soit dans la classe des travailleurs. De la même façon, les propriétaires fonciers, qui sont évidemment une classe essentielle dans le travail agricole, apparaissent comme une classe subsidiaire dans la révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle, très vite, dans la pensée économique, la classe des propriétaires fonciers va disparaître de l'analyse, parce qu'au fond, ce n'est pas la classe principale quand on veut analyser le capitalisme industriel.
OK ? Donc c'est le deuxième principe, une représentation de la société en termes de classes sociales qui sont définies, je répète, par les fonctions sociales qui signifient ce que chaque classe sociale apporte en termes de contribution à la production de richesse, et chacune de ces classes sociales est ensuite bénéficie d'un revenu qui est fonction de sa contribution, soit la rente, soit le profit, soit le salaire. Bon, et puis le troisième principe, alors qu'on va voir ici dans le TD3, qui est finalement le cœur de ce que je veux vous dire dans ce chapitre, c'est le principe de croissance qui est ici expliqué par un principe d'accumulation. C'est l'idée de croissance qui est ici expliquée par un principe d'accumulation. Alors, chez Adam Smith, l'accumulation, c'est très important. L'accumulation, c'est quoi ? C'est le fait que, d'une période à l'autre, on va accumuler de la richesse. Et comme on accumule de la richesse, eh bien, d'une période à l'autre, on va être de plus en plus riche. D'où cette idée de croissance. Finalement, qu'est-ce que c'est que la richesse ? Que la croissance, pardon ? C'est l'accumulation de richesse. Alors, quand vous lirez le TD3, vous ferez bien attention à bien le comprendre, parce qu'il n'est pas si facile que ça, et notamment à comprendre que la pensée d'Adam Smith n'est pas forcément la même que la pensée d'aujourd'hui. Il y a des différences. Et d'ailleurs, ça va être une des choses qui va être assez intéressante à faire dans les TD, c'est de montrer la différence entre ce que dit Smith et ce qu'on dit aujourd'hui. Beaucoup de points communs. La pensée d'aujourd'hui est très, très grandement héritée de la pensée de Smith, et en même temps quelques différences. Et ici, dans l'accumulation, il y a une différence importante, puisque Adam Smith va distinguer deux types d'accumulation. Un premier type d'accumulation, c'est l'accumulation des biens. C'est à ce moment-là qu'il va définir la notion de travail productif. Alors, vous verrez ça dans le TD3. Le travail productif, c'est le travail qui va permettre de produire des biens qui sont accumulables. Parce qu'en fait, Adam Smith réfléchit à une chose. Quand on travaille, on produit de la richesse, certes. Mais la richesse qu'on produit, est-ce qu'elle va perdurer dans le temps ou est-ce qu'elle va disparaître ? Prenons un restaurateur. Un restaurateur, il produit des repas. Il va servir ses repas à ses clients. Ses clients vont manger ses repas. À l'issue de ce processus de création de richesse, il y a un client rassasié, mais qui demain aura encore faim. C'est-à-dire que le fait d'avoir mangé ne va pas se perdurer dans le temps. Le repas va disparaître au moment où il va être mangé, et puis ensuite, il faudra remanger à nouveau, et donc on ne va pas gagner quoi que ce soit sur la période d'après. Par contre, si vous êtes non pas un restaurateur, mais un industriel, et que vous fabriquez, par exemple, des ordinateurs, bon, eh bien, le fait que vous produisez ces ordinateurs, que vous le vendiez, va faire que quelqu'un va pouvoir l'utiliser aujourd'hui, mais il va pouvoir aussi l'utiliser demain, il va pouvoir l'utiliser l'année prochaine, il va peut-être pouvoir l'utiliser encore dans 5 ans. Donc là, vous allez avoir une richesse produite qui va durer dans le temps et qui va donc s'accumuler. Bon, les ordinateurs, ils ne durent pas très très longtemps en fait, parce qu'ils deviennent très vite obsolètes, etc. Mais pensez que, vous voyez cet amphi par exemple, il a été construit dans les années 90. Moi, j'enseigne dans cette université depuis 2009. J'ai toujours vu les mêmes sièges, le même bâtiment, et il va peut-être durer encore plus longtemps que cela. Ça veut dire que là, on a produit de la richesse au milieu des années 90, et cette richesse, on continue d'en bénéficier 25 ans plus tard. Pensez aller dans les musées. Regardez les meubles que vous avez chez vous. Peut-être qu'il y a des meubles qui viennent de vos grands-parents et qui donc ont encore plus d'ancienneté que cet amphi. Et dans les musées, on a des objets qui ont des centaines, voire des milliers d'années parfois, et là aussi qui prouvent que la richesse produite à un certain moment s'est accumulée dans le temps et a été transmise de génération en génération. Ça, c'est une idée, je pense, très forte, une idée qu'on a un peu oubliée. Aujourd'hui, qui n'est plus présente dans la pensée économique, mais qui est à mon avis très utile, c'est l'idée que produire un objet qui disparaît
et produire un objet qui s'accumule, ce n'est pas la même chose du point de vue de la richesse. Or, dans la comptabilité nationale, dans le pays, quand on calcule le PIB, on va compter ça, on va compter autant la richesse, de la même façon la richesse qui disparaît que la richesse qui perdure. On va considérer par exemple qu'une machine à laver qui dure 5 ans et une machine à laver qui dure 20 ans, si elles valent le même prix, elles ont la même valeur. Mais si on devait penser comme Adam Smith, on ne dirait pas du tout ça. Il y en a une qui a 4 fois plus de valeur que l'autre, quelque part, puisqu'elle a duré 4 fois plus longtemps. Alors, je ne dis pas que c'est facile de construire un modèle, surtout quand on ne sait pas, on ne peut jamais être sûr de la durée d'un bien. Mais tout de même, c'est intéressant de réfléchir à cela. Ça serait intéressant de réfléchir à cela. Bref, premier type d'accumulation qui permet d'expliquer la hausse de la richesse, c'est simplement l'accumulation des biens. Qui est elle-même déterminée par le travail productif. Et dès que j'arrête de parler, vous voyez, il y a le petit machin qui revient là, qui me dit « Ah, on n'entend plus de son !» Et j'ai le droit de faire des pauses, hein, les pauvres. Je vous vois galérer à prendre des notes parce que je parle vite, je le sais. Mais je répète aussi. Alors l'intérêt de prendre des notes, notamment en papier, c'est que ça vous oblige à synthétiser, à réfléchir, à repenser ce que je dis. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mots que je dis en notes, c'est absurde, ça ne sert à rien. Ça, quand vous tapez sur un noteur, vous avez tendance à faire ça parfois, à tout prendre. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est justement de garder l'essentiel, c'est-à-dire le sens profond du propos, et donc d'écouter de manière très attentive. Oui, de manière très attentive, c'est ça. Bref, donc, deuxième accumulation, et c'est celle-ci qu'on a gardée aujourd'hui dans la pensée économique, c'est l'accumulation non pas de biens, mais du capital, c'est-à-dire des moyens de production. Parce que finalement, le capital, c'est ce qu'on appelle aussi les moyens de production. Ce qui est acheté, qui sert à produire, hein, c'est bien un moyen de production. Or, dans ces moyens de production, il y en a qui s'accumulent, et il y en a aussi d'ailleurs qui ne s'accumulent pas. Vous produisez quelque chose, je ne sais pas, je produis un cours d'économie. Bon, non, ça c'est encore un exemple, un boîtier foireux. Non, parce que je fais un cours et j'espère qu'il va s'accumuler dans vos têtes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, non, pardon, c'est ça. Je me trompe. Pour faire ce cours, j'ai besoin de moyens de production. J'ai besoin de choses qui vont rester en place d'une année sur l'autre. Cet ordinateur, l'amphi, etc. Mais j'ai aussi besoin d'électricité. Alors l'électricité ne va pas s'accumuler. Donc dans les moyens de production, on a ce qu'on appelle la consommation intermédiaire, ce que Adam Smith appelle le capital circulant, c'est-à-dire des marchandises qui sont nécessaires à la production, mais qui vont disparaître dans le processus de production, qui vont être consommées, hein, d'où l'idée consommation intermédiaire. Donc vous avez du capital qui va disparaître et du capital qui va subsister. L'amphithéâtre, ici, va rester à la fin du cours, ne va pas disparaître à la fin du cours, donc c'est un capital qui peut s'accumuler. Alors, l'autre chose, c'est que plus on produit de richesse, plus il nous faut de moyens de production. Et donc, ce que va essayer de penser Smith, c'est que pour produire davantage l'année prochaine, il va falloir qu'on soit capable d'accumuler des moyens de production. Évidemment, la partie des moyens de production qui n'est pas consommée, c'est-à-dire qui est accumulable, c'est ce qu'on appelle aussi le capital fixe. Donc dans le capital, on a le capital circulant, le capital fixe. Et donc, le capital fixe, c'est-à-dire cet amphi, par exemple, ou cet ordinateur, va durer un certain temps, et plus on va l'accumuler, plus on va être apte, l'année suivante, à produire davantage. Donc, ce qui va être aussi au cœur de la croissance, c'est cette accumulation du capital fixe. Vous voyez, j'ai marqué ici dans le diapo du capital, mais je rajoute à l'oral, et vous notez-le bien, du capital fixe, parce que tout le capital ne s'accumule pas. Et cette accumulation de capital fixe, on va l'appeler l'investissement. Qu'est-ce que c'est que l'investissement? D'un point de vue économique, c'est l'accumulation de capital fixe. Alors, c'est les usines, c'est les machines, ce sont les bâtiments,
voilà, quand je dis machine, je parle de machine au sens très très large. Un ordinateur, c'est une machine en fait. Hein. Donc un ordinateur, c'est une machine. Mais on pourrait même penser à des outils qu'on accumule. Des pelles, des pioches, tout ça. Une fois que quand vous piochez, vous ne détruisez pas votre pioche en général. Vous pouvez réutiliser votre pioche à un autre usage juste après. Vous pouvez à nouveau donc vous accumulez des outils. Alors bien sûr, ces outils, ces bâtiments, ces machines parfois vieillissent. Hein, donc parfois elles perdent en valeur au fur et à mesure, hein, et puis elles finissent par disparaître, par ne plus marcher, ne plus fonctionner. Mais pendant le temps où on les a accumulées, eh bien, elles permettent de produire davantage. Alors ce petit tableau ici, hein, vous montre comment est-ce que concrètement on peut bénéficier d'une croissance cumulative à partir justement de la notion d'investissement qui est donc, je le rappelle, l'accumulation de capital fixe. Alors imaginons ici, vous avez un capital fixe de 100 qui produit 50. Donc ça, c'est la somme totale de capital dans la société, par exemple. Et donc, le rapport entre valeur du capital et valeur de la production créée, c'est 1,5. Hein, donc, c'est-à-dire que si vous avez 100 de capital, eh bien, vous produisez 50. Maintenant, une partie de la richesse que vous créez, vous allez la consacrer à l'investissement. Et vous prenez donc 20% de la richesse créée que vous allez utiliser pour accumuler du capital fixe. Dans ce cas-là, sur les 50, vous prenez 40 que vous allez utiliser, donc 80% que vous allez utiliser pour la consommation. Donc ça va disparaître dans la consommation. Ça va vous bénéficier, à vous personnellement. C'est la richesse utile, on va dire. Et puis, il y en a 10 que vous allez préserver de la consommation et que vous allez accumuler dans le capital fixe qui va passer donc de 100 à 110. Et là, vous avez toujours la même fonction de production, c'est-à-dire la fonction 1,5. C'est-à-dire que, aussi c'est un exemple, hein, si vous aviez 100 de capital, vous produisez 50. Donc maintenant que vous avez 110, eh bien, vous produisez 55, logiquement, la moitié. Donc, si vous reprenez 20% de 55, cette fois-ci, vous prenez 11. Ces 11, vous continuez de les accumuler en période 3 dans le capital qui passe donc de 110 à 121. 110 plus 11. Finalement, la production, c'est 60,5. Et là, vous pouvez accumuler encore davantage. Avec 20% de 60,5, vous avez 12,1 que vous rajoutez au capital fixe, etc. Alors ici, c'est vraiment un modèle très simple, donc il n'y a que du capital fixe. Il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire que le capital ne se dégrade pas, hein, il ne s'use pas, ce qui est une hypothèse forte, parce qu'en général, le capital s'use d'une année sur l'autre. Mais peu importe, hein, c'est juste pour vous montrer le caractère croissance, et même, on peut dire, une croissance par multiplication, une croissance exponentielle, c'est-à-dire que le niveau de croissance va être de plus en plus important. Alors, si je prends le niveau de croissance, c'est-à-dire que je prends la production ici, c'est ça qui nous intéresse, production de richesse. On avait en période 1 une production de richesse de 50, en période 2 on a 55, donc on a une croissance de 5. En période 3 on a 60,5, donc la croissance est de 5,5. Là je parle en quantité de production. Et progressivement ici 6,1, 6,6. Donc si la population est la même, n'a pas changé entre chaque période, eh bien vous divisiez, par exemple vous avez, je sais pas, vous avez 10 personnes, vous divisez 50 par 10, chaque personne avait 5. Ensuite, en période 5, vous avez toujours 10 personnes, vous divisez 73,2 par 10, maintenant vous avez 7,3. Donc les gens sont plus riches. Oui, c'est ça le principe. Alors, cette croissance donc exponentielle, elle est le produit d'un taux de croissance qui, lui, est linéaire, qui est le même, qui est identique, qui est de 10%. Taux de croissance, comment on le calcule ? Eh bien, simplement, le rapport entre la croissance et la production initiale, enfin la production initiale ici. Hein, donc 5, c'est 10% de 50, 5,5, c'est 10% de 55, 6,1, c'est 10% de 60,5, etc. C'est comme ça qu'on calcule le taux de croissance qui est toujours de 10%. Bon, vous devez connaître ces courbes exponentielles avec le Covid. Vous avez l'habitude. Si vous regardez les débats qu'il y a autour de la croissance exponentielle, c'est les mots de Santé publique France
et de l'ARS qui dit la croissance économique. En fait, c'est exactement le même principe. Plus vous avez de gens infectés, plus vous avez de gens malades, donc, plus vous avez la possibilité d'infecter d'autres personnes. Donc vous avez un effet cumulatif qui fait qu'au bout d'un moment, très vite, les hôpitaux sont saturés. Donc ça, c'est le côté négatif de la croissance. Le côté positif, c'est la richesse. Alors, c'est toujours pareil, c'est parce que vous avez ici de l'investissement. Très important. C'est au cœur de ce processus, il y a l'investissement. Si vous avez zéro d'investissement, vous n'augmentez pas le capital, le stock de capital. Et si vous n'augmentez pas le stock de capital, vous vous retrouvez avec, à la fin, la même production qu'au début. Si en plus votre capital se dégrade, ce qui est une hypothèse qu'on n'a pas faite ici, eh bien, vous allez vous retrouver avec de moins en moins de capital et donc de moins en moins de richesse. D'où l'importance de l'investissement. Nous aurons l'occasion d'en reparler parce que ça, c'est encore quelque chose qui est au cœur de la pensée économique d'aujourd'hui. Et nous verrons les déterminants au chapitre 7, je crois, les déterminants de l'investissement. Qu'est-ce qui fait qu'on investit Qu'est-ce qui fait qu'on a produit cet amphi En l'occurrence, ici, ceux qui ont décidé de produire cet amphi, c'est le gouvernement qui a financé les universités pour qu'elles produisent des bâtiments dans lesquels on peut faire cours. Donc il y a de l'investissement, ici, c'est l'investissement public. Qu'est-ce qui détermine l'investissement privé ? Là aussi, ça va être un certain nombre de considérations sur l'état de l'économie. Par exemple, aujourd'hui, très peu de gens décident d'ouvrir des restaurants. Ouvrir un restaurant, c'est de l'investissement. On loue un local ou on l'achète, on construit une cuisine, etc. On embauche des gens. Tout ça, c'est un investissement extrêmement important. C'est un investissement qui permet de produire de la richesse. Mais qui va aujourd'hui, en période de Covid, ouvrir un restaurant ? Personne. D'où d'ailleurs un problème d'emploi. C'est-à-dire que les restaurants font faillite, mais il n'y en a pas de nouveaux qui apparaissent. Donc on se retrouve avec des serveurs et des cuisiniers au chômage. Bref, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui expliquent pourquoi est-ce que malheureusement la croissance, le rebond de croissance, il n'arrive pas. C'est-à-dire que tant que l'épidémie n'est pas finie, il n'y aura pas de croissance économique forte. J'ai beau être un économiste non spécialiste de la conjoncture économique, un raisonnement simple permet de le comprendre. Si vous voulez de l'investissement public, de l'investissement privé, il faut de la demande, il faut un débouché, il faut que vous attendiez à vendre vos produits. Or, en période de restrictions sanitaires, etc., ça devient très compliqué. Voilà. Alors, vous pourriez... c'est ce que fait un peu le gouvernement, d'ailleurs. Il dit, dans ce cas-là, on va développer, on va laisser les jeunes à la fac, parce qu'ils ne pourront pas trouver de boulot. Donc, on a comme ça des milliers d'étudiants en plus dans le système universitaire. Et là aussi, le problème, c'est que si on veut enseigner à des milliers d'étudiants dans le système universitaire, il faut des moyens, il faut des amphis, il faut des profs. Et là aussi, ça pose d'autres problèmes. Enfin bref. Donc, en tout cas, il faut toujours des moyens de production pour produire. Ça, c'est la base du raisonnement économique. Ces moyens de production, ça s'appelle l'investissement. Ils sont prélevés sur la richesse, d'accord ? Mais ils sont de richesse particulière qui va permettre de réinvestir après dans la production et donc d'améliorer la croissance économique. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Enfin, dernier élément de la pensée d'Adam Smith, c'est une norme. Alors une norme, souvenez-vous, j'en ai déjà parlé. Une norme, c'est une manière de dire ce qu'il faut faire. C'est un principe, mais qui est tourné vers l'idée de promouvoir ce qui est utile, ce qui devrait être la norme, c'est-à-dire ce qui devrait être mis en place. Et donc Adam Smith, et ça aussi tout le monde le reconnaît, c'est un penseur libéral, à une époque où la plupart des institutions ne l'étaient pas libérales. Le pouvoir politique n'était pas très libéral, le pouvoir religieux ne l'était pas non plus. Alors, un peu plus en Angleterre et en Écosse qu'en France, mais tout de même, la norme n'était pas de laisser les individus libres et de s'émanciper, mais plutôt de les contrôler et contrôler aussi leur économie. Or, pour Adam Smith, le principe, le fait que l'État ou la religion ou d'autres institutions souhaitent contrôler ce que font les gens, eh bien, c'est très inefficace. Et donc, ce n'est pas bon d'un point de vue économique, du point de vue de la création de richesse. Alors, cette pensée libérale, elle ne se limite pas à l'aspect économique. Chez Smith, qui est un philosophe, c'est plutôt un principe général qui va irriguer toute sa pensée.
Et encore une fois, à l'époque, l'idée que, enfin, on avait quand même de nombreuses interdictions, un contrôle très strict de l'économie par l'État, par le pouvoir politique en général. Ce n'est pas toujours l'État, c'est parfois la ville, etc. Et notamment, on avait en France, à l'époque, c'était un peu moins vrai en Angleterre, mais on avait des systèmes des corporations. C'est-à-dire que concrètement, vous vouliez travailler dans un domaine, vous deviez rentrer dans une corporation qui pouvait ne pas décider. En fait, vous n'avez pas le droit de travailler dans ce que vous voulez. C'était ça le principe. Mais globalement, même la question de on peut mener la vie qu'on veut, c'est une question qui était très complexe. On ne pouvait pas se marier avec qui on voulait. On ne pouvait pas choisir le métier qu'on voulait. On n'avait pas les mêmes droits selon qu'on était, en France en particulier, selon qu'on était un aristocrate ou une personne du peuple. Donc, faut bien voir aussi d'où on vient. Je parle ici encore une fois de la France. Avant la Révolution française, les gens n'avaient pas les mêmes droits. Vous étiez né d'une famille noble, vous aviez des droits. Vous étiez né d'une famille paysanne, vous n'aviez pas les mêmes droits. Et vous ne deviez pas payer les mêmes impôts. Enfin, voilà. Donc c'était une société qui était fondée sur l'inégalité entre les ordres. Et vous aviez aussi une religion obligatoire en France. C'était un pays catholique. Donc si vous n'étiez pas catholique, vous n'aviez là aussi pas les mêmes droits. En particulier, sous Louis XIV, on a expulsé, on a révoqué le droit des protestants à pratiquer leur propre religion, la révocation de l'édit de Nantes, et on a persécuté les protestants. Donc c'était ça, la société du... Alors là, je vous parle de l'édit de Nantes, mais globalement, la société du XVIIIe siècle était une société où les individus ne disposaient pas de tous leurs droits et d'un certain nombre de droits, et en particulier sur le plan économique. Donc Adam Smith va essayer de convaincre son lecteur que permettre aux individus de faire non pas tout ce qu'ils veulent, mais d'aller au minimum dans le métier de leur choix et dans l'activité économique de leur choix et d'être moins contraints par des impératifs sociaux et politiques, eh bien, tout cela peut être une bonne chose. Et il va argumenter sur ce libéralisme en utilisant un principe qui n'est pas de lui, là aussi, qui est popularisé par Bernard Mandeville. Alors, Bernard Mandeville, c'est un Hollandais d'origine hollandaise qui écrit en anglais et qui s'amuse dans une fable, un poème satirique qui s'appelle La fable des abeilles, à expliquer que finalement la prospérité de tous n'est pas une affaire de morale. Donc dans la fable des abeilles, il va inventer l'histoire. Alors vous trouverez une analyse de la fable des abeilles sur Moodle. Il va inventer une histoire dans laquelle il y a tout un ensemble il y a une ruche où il y a des abeilles donc qui sont mécontentes. Alors pourquoi elles sont mécontentes? Parce qu'elles constatent autour d'eux que les gens sont égoïstes, vaniteux, paresseux, et qu'il y a plein de vices chez les êtres humains. Alors elles demandent, les abeilles demandent, mécontentes de cette situation, demandent à Zeus, c'est ça qui est dit dans donc à un dieu, de rendre toutes les abeilles vertueuses. Et automatiquement, leur vœu est exaucé et toutes les abeilles deviennent vertueuses. Alors, les gens deviennent altruistes, travailleurs, héroïques même. Et donc, ils n'ont plus aucun défaut, sobres, etc. Alors, par exemple, ils sont sobres. Du coup, ils ne vont plus consommer dans les bars, ils ne vont plus boire de l'alcool, ils vont arrêter de fumer, etc. Alors le problème, c'est qu'ils vont tellement plus rien consommer que tout un ensemble d'activités économiques va s'effondrer. Ensuite, ils sont vaillants et courageux. Alors, la première guerre qui arrive, tous les soldats vont se battre jusqu'à la mort. Du coup, ils meurent tous. Alors, du coup, on n'a plus d'armée, donc c'est un peu embêtant. Il n'y a plus de vol. Alors tous les serruriers font faillite. Tous les juges n'ont plus de travail à faire. Et en fait, Mandeville va nous montrer que plus les gens vont devenir vertueux, plus les abeilles, vont devenir vertueuses, plus la prospérité de la ruche va s'effondrer. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus aucune activité économique, parce que les gens sont tous des espèces de moines qui ne consommeront plus rien, qui n'auront plus de vêtements luxueux, parce qu'ils seront plus vaniteux, ils seront plus frivoles, etc. Donc ils vont tous se retrouver avec une robe de bure. Là aussi, les gens ou les abeilles, on ne sait pas trop. Et du coup, cet ascétisme généralisé va faire s'effondrer l'activité économique. Et donc il en conclut en disant, vous voyez, si vous vouliez vraiment la vertu,
eh bien, vous arriverez à la misère. Alors, évidemment, ce poème, il fait scandale, hein, bien sûr, dans la société anglaise, mais il intéresse aussi beaucoup les philosophes, et en particulier Adam Smith, qui, par ailleurs, n'aimait pas tellement Mandeville. Hein, bon, il ne se connaissait pas vraiment, mais voilà, lui, il ne partage pas toutes les idées de Mandeville. Mais cette idée-là, l'idée que une bonne société n'est pas incompatible avec des individus qui sont égoïstes et peu vertueux, c'est une idée très forte. Et donc il va la reprendre. Alors il ne va pas citer Mandeville, parce que je vous dis, il n'aime pas tellement, mais il va, dans son texte, montrer la même idée. Et cette même idée, on la voit dans le livre 1, chapitre 2, hein, où il écrit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Le mot égoïsme, c'est un vice. Voilà, c'est un vice privé. C'est un petit défaut. On ne dit pas aux gens « Ah, super, j'ai rencontré cette personne, elle est géniale et très, très égoïste. » Vous comprenez, si vous dites ça, on ne va pas penser que vous pensez à quelqu'un de génial. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une qualité d'être égoïste. Mais, nous dit Smith, dans l'ordre marchand, dans les rapports marchands, eh bien, l'égoïsme n'est pas forcément un défaut. Lorsqu'on va contracter avec un boucher pour acheter de la viande ou avec un marchand de bière pour acheter de la bière, hein, oui, on mange d'ailleurs ici que de la bière et de la viande, hein, ce qui n'est pas très écolo, mais peu importe. Eh bien, dans la pensée de Smith, on n'attend pas que le boucher nous donne de la viande parce qu'il est gentil, mais bien parce qu'il est égoïste, c'est-à-dire parce qu'il sert ses propres intérêts et parce qu'il va nous la vendre, la viande. Il ne va pas nous la donner comme ça parce que par bonté d'âme. Et donc ça veut dire quelque part, derrière cette idée-là, que les individus sont des défauts, mais ces défauts ne sont pas incompatibles avec le bonheur général. Et si on réfléchit encore à cette idée, qu'on la pousse un peu plus, ça veut dire que lorsque l'État intervient pour contrarier les désirs des gens, pour essayer de les rendre vertueux en quelque sorte, eh bien, il peut en fait produire un effet, un mauvais effet à l'échelle collective, puisque finalement, si on laisse les individus être ce qu'ils sont, eh bien, on va permettre de faire émerger un ordre économique qui va être bénéfique pour l'ensemble de la société. Alors, derrière cette idée, il y a une autre idée qui est évoquée par Smith, mais pas aussi développée que ce qu'on pourrait croire, qui est l'idée de la main invisible. La main invisible, c'est l'idée que les individus, même sans chercher à faire du bien, c'est-à-dire même en étant égoïstes, vont contribuer au bien-être collectif. On en déduit de cela qu'il ne faut pas chercher spécialement à les contrarier. Il ne faut pas chercher forcément à les orienter. Que les individus libres, même avec des défauts, vont parfois contribuer involontairement, c'est ça le principe de la main invisible, involontairement, sans le vouloir, ils vont contribuer au bien-être social. Bon, alors cette histoire de main invisible, elle n'est pas si évidente. Il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Delmotte, dont j'ai cité le livre dans la bibliographie. C'est le livre sur l'histoire de la pensée économique. Ça fait partie des 5 livres à lire, hein, donc vous pourrez le retrouver. Jean Delmotte, dans un article, mais même dans ce livre-là, il explique qu'on a tendance à un peu simplifier Adam Smith lorsqu'on réduit la pensée de Smith à la main invisible. Certes, cette pensée existe, je viens de vous le dire. La norme libérale, elle existe chez Smith. C'est-à-dire qu'il pense que, a priori, il vaut mieux faire confiance aux individus, même s'ils ont des défauts, plutôt que les orienter et leur interdire des choses, puisque finalement la mécanique économique va transformer les vices privés en vertus publiques, en quelque sorte, va transformer les défauts des individus en quelque chose de positif. En cherchant leurs propres intérêts, ils vont contribuer à l'intérêt collectif. Certes, Adam Smith dit ça, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est ce que dit Jean Delmotte, c'est là où il faut faire attention dans son analyse, tout cela ne veut absolument pas dire que seule la non-intervention de l'État est efficace, qu'il faut à tout prix supprimer l'État de tout système économique. Ça, il ne le dit pas, il ne le dit jamais même, il va même dire l'inverse. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut faire un peu plus confiance aux individus, même s'ils ont des défauts, elle est présente chez Smith, mais ce n'est pas la même idée que de dire il faut surtout ne plus du tout intervenir dans l'économie. Ou ce n'est pas la même idée que de dire seule la main invisible produit la prospérité de tous.
dire il existe un principe, vous voyez, essayez de bien comprendre la différence. Dire il existe un principe selon lequel les individus, quand on les laisse libres, permettent de contribuer à l'intérêt collectif, ce n'est pas la même chose que de dire seule la liberté des individuels permet l'intérêt collectif. Dans un cas, on dit c'est possible, dans l'autre cas, on dit c'est la seule chose à faire. Quand Smith dit il est possible que la non-intervention soit efficace, pour le redire encore autrement, il ne dit pas seule la non-intervention dans l'économie est efficace. C'est là quand vous lisez un certain nombre de manuels d'économie, je vous en ai cité quelques-uns, vous trouverez parfois des simplifications extrêmes sur la pensée de Smith. Et simplifications qui sont parfois à la limite de l'escroquerie intellectuelle. Alors j'en veux pour preuve le fait qu'on va aller voir un peu Smith tout à l'heure, je ne sais pas si peut-être demain, on verra les éléments critiques justement de Smith. C'est-à-dire que Smith ne dit pas qu'il ne faut pas d'État dans l'économie. Il va même dire l'inverse. Il va écrire tout un livre, le livre 5, sur la nécessaire intervention de l'État. Nécessaire intervention de l'État pour l'éducation, pour les infrastructures, et même, on verra que dans certains certains passages de son livre, alors j'ai oublié où exactement, mais il va très clairement affirmer que les lois sociales, par exemple, qui vont intervenir dans le rapport entre employeurs et employés, peuvent être tout à fait nécessaires. C'est-à-dire qu'il va montrer que sur le marché du travail, par exemple, l'inégalité entre l'employeur et l'ouvrier est telle que l'intervention de l'État peut être nécessaire et utile à rééquilibrer les rapports de force. Donc, ce n'est pas un ultralibéral. Ce n'est pas du tout un ultralibéral. Seulement, il faut bien prendre conscience que dans le contexte, dans l'époque où il était, où la liberté n'était quand même pas très valorisée et où l'État était parfois, dans certains pays comme en France, totalitaire, où les gens ne pouvaient pas faire le métier qu'ils voulaient, là, il y avait clairement une inefficacité que Smith a essayé de combattre. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, dans un contexte totalement différent, lorsqu'on reprend l'analyse de Smith, la main invisible, qui est d'ailleurs, au passage, quand il emploie le terme invisible, c'est dans le livre 4, au milieu d'un raisonnement sur le commerce international, il n'a pas fait un chapitre main invisible. Lui-même n'a jamais mis en avant cette expression. Il l'a utilisé, certes, mais ce n'est pas le cœur. Alors que dans la définition de la pensée économique chez Smith, quand il définit, en introduction du livre 4, il définit l'économie politique, il dit que le but de l'économie politique, c'est d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Et que enrichir le souverain, c'est pour pouvoir permettre des services publics. Donc Smith emploie l'expression service public, public service en anglais, donc ça veut dire ce que ça veut dire, pour définir le but de l'économie politique. Voilà. On n'est pas chez un ultralibéral qui dit qu'il ne faut pas d'État dans l'économie, pas du tout. Bon, plus largement, ce que cherche Smith, et non pas en tant qu'économiste, mais en tant que philosophe, c'est l'émancipation individuelle. C'est faire en sorte que les individus parviennent à avoir un peu de liberté et la capacité d'être libres, d'être des personnes qui vont s'émanciper, c'est-à-dire qui vont construire leur propre vie. C'est ça, une personne émancipée, c'est quelqu'un qui a la possibilité de construire sa propre vie. Et on va le voir dans l'idée qui va dire à l'État d'arrêter d'intervenir en toutes circonstances pour obliger les gens à faire ceci ou cela alors qu'ils ont envie de faire autre chose. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il va aussi dire, et ça c'est le deuxième élément, que pour que les individus soient émancipés, il faut les éduquer. Un siècle avant l'éducation obligatoire, Smith écrit qu'il faut l'éducation obligatoire des enfants. Il faut arrêter de les faire travailler, il faut les éduquer. Et il faut que l'État participe au financement de cette éducation. L'éducation obligatoire en Angleterre, c'est la fin du 19e siècle, et en France aussi, fin du 19e siècle. Smith, il écrit en 1776, il a un siècle d'avance. Quand il dit que l'État doit financer les salaires des profs pour éduquer les fils d'ouvriers ou les classes populaires pauvres, il ne dit pas il faut que l'État n'intervienne pas. Ça va être d'ailleurs la question de l'éducation, ça va être une grande question du libéralisme classique, qu'on va retrouver chez John Stuart Mill et chez d'autres penseurs anglais ou même français, l'importance de l'État dans l'éducation. Voilà, donc c'est l'heure de la pause. Il est 12h09, donc je vous propose qu'on se retrouve à 12h19 pour la deuxième partie du cours. Et ceux qui veulent rester, je vais laisser d'ailleurs la vidéo tourner, eh bien je vais leur montrer une petite vidéo de Xerfi Canal sur les chiffres du chômage que j'ai trouvé très intéressante.
contradictions. Pas forcément des contradictions, c'est des pensées différentes, mais oui, oui, je sais. Ah, vous avez raison. Qu'est-ce qui caractérise ces changements d'idées? Ah, c'est parce que j'ai oublié de cocher le live. C'est pas grave, je le mettrai après. Voilà. Dites-leur que je suis désolé que j'ai oublié de cocher le bouton live. Mais ça sera présent, ça sera sur Moodle dès ce soir. Excusez-moi, parce que oui. Ça, c'est une grande question. Comment dire? Là, c'est un sujet d'étude. Pourquoi les gens ils changent de pensée? Pour plein de raisons. Des raisons parce qu'ils pensent différemment à un moment, pour des raisons politiques parfois. Ils veulent défendre les intérêts des uns par rapport aux autres, pour des raisons de rigueur intellectuelle, pour des raisons historiques. Il se passe des choses, des événements qu'on veut comprendre et on n'arrive pas à les comprendre par la pensée d'avant. Voilà, il y a tout un ensemble de raisons. Ça, les causes, ce qui est sûr, c'est qu'on constate des changements dans la pensée. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Et si vous lisez le livre, les livres d'histoire de la pensée de Jean Belmotte, que j'ai indiqué, vous pouvez aussi lire, j'en parle aussi dans l'économie du réel, la manière dont la pensée s'est changée. Oui, mais le chapitre 1, on fait des zéros. Mais après, il y a le chapitre 2, il y a un peu plus de réflexion là-dessus. Voilà. Mais il n'y a pas de réponse définitive à votre question. Une question très intéressante, c'est l'ordre de la recherche. Après, il faut regarder précisément qu'est-ce qui a changé. Voilà, regardez, puis essayer de comprendre derrière. Oui, aujourd'hui, oui. Ah oui, celle de Kenney, elle est totalement perdue. Hein, mais c'est pas la pensée de Smith totalement qu'on a aujourd'hui. C'est ça que l'autre pensée. Elle est en partie l'héritière de la pensée de Smith. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, bien sûr, elle est présente aujourd'hui, bien sûr. Après, elle ne s'applique pas vraiment, c'est juste une idée. Hein. C'est une conception de l'efficacité économique. Mais bon, après, je ne vais pas vous répondre sur ces zéros parce que ce n'est pas l'enjeu. Surtout que je suis quand même pas très bien placé, j'ai hésité à le faire parce que comme je suis l'auteur du livre, comment voulez-vous c'est un peu facile. Bien, alors, ah oui, alors, je permets de dire à vous qui êtes là en amphi que j'ai oublié de mettre en route le live, mais la séance est bien enregistrée, donc elle sera présente sur Moodle ce soir. C'est ma faute, j'ai oublié de cliquer sur le... Il y a un bouton live ici, je ne l'ai pas fait. Donc je ne vais pas le faire maintenant, de toute façon, en plus je crois que je ne peux pas le faire en cours de séance, mais la vidéo, voilà, elle sera bien présente sur l'espace Moodle dès ce soir. Alors, une étudiante me dit qu'elle n'a pas bien compris. Je répète votre question, puis j'y réponds, comme ça intéressera peut-être d'autres personnes. La différence entre accumulation des biens et accumulation du capital. Alors d'abord, le capital, c'est un bien. Nous sommes tous d'accord. Mais c'est un bien dont l'objectif n'est pas la consommation, mais la production de richesse. Et donc, quand on consomme, quand on accumule des biens, des marchandises qui ont vocation à être consommées, des chaises par exemple, ce n'est pas la même chose que quand on accumule des machines qui produisent des chaises. Donc ce que je voulais bien montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, quand on parle d'accumulation, qu'il s'agit uniquement d'accumulation de machines qui produisent des chaises, alors que Adam Smith pense aussi à l'accumulation des chaises elles-mêmes. Voilà, c'est ça la différence. Je ne sais pas si
Vous êtes partis. Vous avez compris l'explication ou pas? Voilà. Alors, je vous ai promis une petite vidéo en attendant que tout le monde rentre. C'est une vidéo de Xerfi Canal. Je voulais, s'il vous plaît, ça ne fait pas partie du cours, c'est un intermède en quelque sorte, mais je trouvais cette vidéo très intéressante et qui va approfondir des questions que nous discutions au premier chapitre. C'est-à-dire, pourquoi c'est compliqué d'être objectif dans la pensée économique? Pourquoi la pensée économique est-elle si compliquée à avoir de l'objectivité? Parce que je vous ai dit, pour avoir de l'objectivité, il faut des chiffres, il faut des instruments de mesure. Certes, on a des chiffres et des instruments de mesure, mais vous allez voir dans cette vidéo que quand on pense par exemple au chômage, c'est très compliqué d'avoir des chiffres fiables en quelque sorte pour mesurer le chômage, parce qu'on peut toujours trafiquer des chiffres. C'est ce que dit cette vidéo. Un président qui tient ses promesses, surtout quand ce sont des promesses de résultats, c'est rare. Emmanuel Macron avait promis de ramener le taux de chômage à 7% avant la fin du quinquennat. C'est chose faite. Le taux de chômage au sens du BIT a atteint 7,1% en France au deuxième trimestre et même 7% tout rond en France métropolitaine. Et si l'on en croit Eurostat, ce taux serait de 6,9% en juillet. Nul ne crie victoire, bien entendu. Ce résultat, on le sait, tient de l'artifice et ne durera pas. Cet artefact relève principalement de l'impossibilité des chômeurs de se mettre en recherche active d'emploi. Même si depuis le début de l'année, 715 000 emplois salariés ont été détruits ou non renouvelés. Cela étant dit, cette extraordinaire déconnexion du taux de chômage avec l'état réel de l'activité nous en dit long sur la force des conventions en matière statistique et sur les limites de nos comparaisons internationales. Elle illustre en grandeur réelle, en grossissant le trait comme jamais, notre difficulté à objectiver la réalité par le chiffre et l'illusion d'une neutralité statistique. Pour beaucoup, le chiffre ne ment pas. Il doit couper court aux opinions fumeuses et aux ressentis. Or, cette crise, aussi bien dans le domaine médical, où nul n'est capable de faire parler d'une seule voix les essais thérapeutiques, que dans le domaine sanitaire ou économique, bat totalement en brèche cette croyance. Le chiffre est une construction humaine perfectible. Que nous dit au fond ce point bas du taux de chômage français? Simplement que la France, avec un peu de retard sur d'autres pays, détient enfin la martingale du plein emploi, d'un plein emploi statistique à défaut d'être réel, avec 3 pratiques miraculeuses empruntées aux bons élèves européens. Premier procédé miraculeux, le chômage partiel, qui pour le même coût qu'un chômeur classique, permet de maintenir la fiction d'un maintien en activité. Le salarié demeurant officiellement rattaché à son entreprise et touchant un revenu de remplacement, ne recherche pas activement d'emploi. Et au dernier comptage de la DARES, 1,3 million de salariés étaient encore en activité partielle au mois d'août. Autrement dit, ce sont autant de personnes en sureffectif qui ne basculent pas à ce stade dans la case chômage. Et le dispositif est programmé en 2021 pour couvrir encore 1 million de personnes. C'est considérable. Et c'est comme cela que l'Allemagne avait réussi à contenir la hausse du chômage en 2009, en dépit de la baisse de 5,7% de son PIB, et à retrouver dès 2010 un taux de chômage inférieur à celui d'avant-crise. Deuxième procédé décisif, les petits emplois fragmentés. Une activité partielle, ne serait-ce que d'1 heure au cours de la semaine de référence, suffit à sortir un individu de la catégorie chômeur. Il en est de même pour appartenir à la catégorie A des chômeurs inscrits à Pôle emploi, qui fait figure de référence. Une activité partielle de moins de 78 heures au cours du dernier mois fait basculer en catégorie B et de plus de 78 heures en catégorie C. Plus on a d'alternance, d'apprentissage, de petits boulots d'appoint, et moins la statistique du chômage porte la marque du sous-emploi, pourtant bien réel. Troisième procédé décisif,
la formation, notamment celle des chômeurs. Sans préjuger de l'effet en termes d'employabilité des dispositifs d'accompagnement, un chômeur qui entre en stage ou en formation sort mécaniquement de la statistique du chômage. Or, les flux d'entrée en formation surplombent de 40% les niveaux de l'an dernier depuis la mi-juin. Il ne s'agit pas de dire que tout cela relève exclusivement de ficelles statistiques, mais l'art de transformer le faible volume d'heures de travail en faible taux de chômage est un art importé du nord de l'Europe et de l'Allemagne, que la France adopte et maîtrise de mieux en mieux. Fini les vieilles ficelles inefficaces des pré-retraites, de l'emploi aidé, de la baisse du temps de travail, lourde et peu réactive en temps de crise. Les résultats sont là. Tous ces dispositifs ne permettront pas de camoufler intégralement la vague de licenciements qui se profile dans les mois à venir. Mais ils contribueront à atténuer les symptômes. Et à défaut d'agir sur le réel, les économistes sont devenus des maîtres dans l'art de la déconnexion. Bourse déconnectée par la magie des taux zéro, emploi ou chômage déconnecté, nos économies en surcapacité se parent des habits du plein emploi et font mine de s'étonner que l'inflation ait disparu. Donc voilà une vidéo. Alors, j'ai déjà signalé cette chaîne Xerfi-Canal. Vous voyez, c'est une vidéo de 5 minutes 34, mais qui fait le point sur là une réflexion très intéressante qui est la manière dont on peut faire baisser le chômage sans forcément créer des emplois, uniquement avec des procédures qui vont faire disparaître des chômeurs, soit parce qu'on va les envoyer en formation, soit parce qu'on va comptabiliser, on va leur donner des petits boulots qui va faire en sorte qu'ils ne seront plus considérés comme des chômeurs puisqu'ils auront déjà travaillé, etc. Donc, bon, c'est une chose qu'il faut savoir quand on est un économiste. C'est-à-dire que les statistiques sont absolument indispensables. On ne peut pas objectiver une situation, analyser une situation économique sans s'appuyer sur des statistiques. Et en même temps, il faut toujours savoir ce qu'il y a derrière ces statistiques. Si on ne fait pas ce travail-là, eh bien malheureusement, on risque de dire des bêtises et on risque de confondre l'évolution de la statistique avec l'évolution de la réalité. Et ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, tout ça illustre ce que je disais quand je disais que les faits sociaux sont toujours construits. C'est-à-dire que le chômage n'existe pas dans la nature, on ne le voit pas en quelque sorte, ce n'est pas un fait naturel, c'est un fait social. Et que signifie le chômage? Comment on le mesure? Tout ça n'est pas si facile à trouver, d'où les débats récurrents et la difficulté qu'on a de faire de la science en économie, même si la discipline se prête tout à fait en théorie à la science. La réalité est que c'est parfois compliqué d'adopter une démarche scientifique pour analyser l'économie. Vous voyez ici la question du chômage. Alors, je reprends le cours. Et à nouveau, je m'excuse pour tous ceux qui ont voulu regarder en ligne, en live, la séance, puisque malheureusement, j'ai oublié de la mettre en live. Mais elle sera, vous pourrez dire à vos camarades qu'elle sera disponible sur Moodle dès ce soir. Et vous aussi, si vous voulez regarder un passage que vous n'avez pas bien compris, vous pourrez bien sûr, c'est ça aussi qui est utile, c'est que quand vous retravaillez vos cours, vous pouvez retrouver les passages où vous n'avez pas bien compris. Parfois, il arrive aussi que je dise des bêtises ou que je fasse des lapsus. Donc voilà, il faut aussi avoir une certaine tolérance et puis aussi juger le sens profond et pas simplement les mots qui sont parfois utilisés. Alors, je reprends donc le cours sur Adam Smith. Donc nous avons donc une pensée qui est fondée sur ces trois principes et cette norme dont je vous ai parlé. Et donc, après, on a cette réflexion sur la pensée économique. Et donc, si on reprend le passage où il parle de la main invisible, c'est dans le livre 4, chapitre 2. Alors, je vous le mets ici, je ne vais pas tout vous lire. Vous pourrez le retrouver dans le diaporama, qui est sur Moodle, là aussi. C'est qu'au moment où il parle de la main invisible, c'est le seul moment où il emploie l'expression main invisible. Donc vous voyez, c'est un énorme livre, La richesse des nations. Il emploie cette expression une seule fois dans l'ensemble du livre. Et on voit qu'il l'emploie dans le cadre d'une réflexion sur le commerce international. Et en fait, ce qu'il dit, c'est l'entrepreneur qui va produire, qui va commercer
et échanger avec un autre pays, il va, nous dit Adam Smith, je résume le propos ici, en général, servir l'intérêt national, hein, l'industrie nationale. Mais il ne va pas le faire par patriotisme, il ne va pas le faire parce qu'il veut produire du bien pour les autres, il va le faire simplement parce qu'il sait dans son intérêt, hein, et donc il ne pense qu'à son propre gain, vous voyez, c'est marqué ici, il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Vous voyez, on a cette idée-là, c'est-à-dire que de manière non intentionnelle, on produit du bien collectif. Enfin, un produit, on va valoriser l'industrie nationale. Donc, en fait, il s'adresse aux dirigeants politiques. Il leur dit, vous voulez favoriser l'industrie nationale, pour cela, vous nous imposez des règles, mais si vous laissez les gens libres de faire ce qu'ils veulent, eh bien, par seul calcul d'intérêt égoïste, ils vont en fait valoriser l'industrie nationale de la même façon. Donc tout ça est au mieux inutile, au pire contre-productif, puisque ça va rajouter de la paperasserie, des contraintes, alors que finalement, ce n'est pas toujours très efficace. Vous voyez, l'idée est bien présente ici. Mais encore une fois, ce qui n'est pas dit ici, c'est que la seule manière d'arriver à l'efficacité est d'arrêter d'intervenir. Ce n'est pas du tout ça qui est dit ici. Il dit simplement que parfois c'est inutile, voire contre-productif d'intervenir. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire c'est tout le temps nécessaire. Vous voyez. Alors, si je résume maintenant, le processus de croissance chez Adam Smith, qu'on va retrouver chez l'ensemble des auteurs classiques, hein, on va retrouver ça, la même chose chez Ricardo ou d'autres économistes, et qu'on retrouve en partie aujourd'hui. Alors, on va commencer chez Smith sur une première idée qui est la question du travail. Alors, ça aussi, vous le verrez dans le TD1, ou si vous lisez le premier chapitre du livre 1 dans l'intégralité, vous verrez que Adam Smith, dès le départ, se pose la question du travail et de son amélioration. Comment rendre le travail plus efficace ? Évidemment, à partir du moment où sa théorie de la valeur travail explique que toute richesse est le produit du travail, on conçoit que la meilleure façon d'accumuler des richesses, de générer et de produire davantage de richesses dans une société, c'est d'améliorer la qualité du travail et son organisation. Donc il va ouvrir le livre 1 par un chapitre consacré à la division du travail, et il va expliquer comment est-ce que la division du travail permet de rendre le travail plus efficace et donc d'accumuler des richesses. Alors, la division du travail, elle va avoir deux effets. Le premier effet évident, c'est l'augmentation de la productivité. En soi, faire en sorte de diviser les tâches, nous dit Adam Smith, dans l'exemple fameux de la manufacture d'épingles, que vous verrez dans le TD1, approfondir la division du travail permet d'augmenter la productivité du travail, c'est-à-dire le volume de richesse créé par heure de travail. C'est ça que ça veut dire, combien on produit par heure de travail. Et puis il y a un deuxième effet de la division du travail, c'est que ça permet l'innovation. Alors ça permet l'innovation pour plein de raisons différentes, il explique un peu dans l'exemple, que d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas y venir maintenant. Tout cela permet d'accumuler du capital. L'innovation permet d'accumuler du capital. L'innovation, c'est innover sur des machines, donc avoir des machines plus performantes, donc des machines plus chères, donc avec plus de capital dedans. Ensuite, vous avez donc tout ça l'innovation contribue elle aussi, par l'intermédiaire des machines, à améliorer la productivité du travail. Tout cela va se traduire par une hausse de la production. Avec les mêmes heures, avec le même nombre d'heures, on va donc produire davantage. C'est ça le principe de la productivité. Cette hausse de la production, eh bien, c'est l'accumulation de biens et de richesses. Donc c'est ça qui est au cœur de la croissance. On va accumuler des biens, et on va accumuler aussi des capacités à produire des biens. Mais cette hausse de la production, elle va aussi avoir un autre effet. Et cet effet-là, alors, il est aussi présent chez Adam Smith, même si je ne l'ai pas écrit, je l'ai pas intégré dans les TD, où il dit simplement que parce qu'il y va y avoir plus de production, la taille du marché va être plus importante. Et la taille du marché, dit Smith, correspond au volume d'achat, à la capacité qu'on peut de vendre quelque chose. Or, cette taille du marché, eh bien, elle va augmenter les échanges, elle va rendre, le fait que les gens soient plus riches, eh bien, ils vont acheter davantage, donc on va avoir un volume d'échanges qui va être plus important, et tout cela va entraîner un approfondissement de la division du travail. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ici, un premier cercle vertueux, qui est la division du travail va augmenter la productivité et la hausse de la production. Donc, cette hausse de la production va augmenter les revenus des gens,
et donc va augmenter les capacités des gens à consommer, donc ça va augmenter la taille du marché. La taille du marché, ce n'est pas géographique, la taille, c'est combien les gens peuvent dépenser. Et plus on est riche, plus on peut dépenser, plus du coup, le marché, le volume de vente possible va augmenter, ce qui va donc augmenter les échanges et permettre d'approfondir la division du travail et du coup augmenter encore la productivité. Et puis il y a un deuxième mécanisme qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure. Le fait d'augmenter la productivité, ça veut dire que finalement ça va augmenter les profits du capitaliste, de l'entrepreneur. Et donc s'il augmente ses profits, il va accumuler du capital. Il va acheter de nouvelles machines pour gagner encore davantage d'argent. Le fait qu'il considère que les profits qui continuent d'augmenter veut faire qu'il va consacrer une partie des profits de plus en plus importante à l'achat de nouvelles machines pour continuer ce processus d'accumulation qui va augmenter la productivité et augmenter la production. On pourrait même dire que l'accumulation de capital augmente aussi directement, je ne vais pas rajouter, on pourrait mettre une flèche ici pour augmenter directement la production. Ok, donc ça c'est en quelque sorte le schéma. Et donc on a ici une boucle, une autre boucle de croissance. Donc on a en fait deux boucles de croissance. Une boucle par le capital et une boucle par la division du travail. Alors celle qu'on a aujourd'hui, qu'on met souvent en avant, c'est celle-ci. C'est la boucle par l'accumulation du capital, celle que je vous ai montrée dans le tableau précédent. Bon, alors justement, si on revient sur la division du travail, on va le voir là aussi dans le TD1, mais je le redis brièvement, qu'est-ce qui explique chez Smith le fait que la division du travail va augmenter la productivité? Alors Smith, il avance 3 raisons. La première, c'est qu'en se spécialisant, les ouvriers, les travailleurs globalement, vont devenir plus habiles, ils vont être plus efficaces à leur travail, et donc simplement cela suffit pour expliquer la hausse de la productivité. Quand on fait toujours la même tâche, nous dit Smith, on acquiert des compétences et on devient plus efficace. Deuxième élément, le gain de temps. Là, nous dit Smith, il y a 2 raisons au gain de temps. Alors, ce n'est pas la même chose que la première raison, il faut bien distinguer les deux. Donc, le gain de temps, c'est le fait, premièrement, que comme on ne va faire qu'une seule tâche, on ne va pas avoir à changer d'outil, on ne va pas avoir à se déplacer dans l'atelier, donc on va gagner du temps en évitant des déplacements inutiles. Et la deuxième idée, c'est la concentration. Quand on fait plusieurs tâches à la suite, on a tendance à se déconcentrer ou à avoir du mal à retrouver un rythme de travail parce qu'on faisait un truc, puis ensuite on fait un autre truc. Bon, et donc on va perdre du temps. À l'inverse, quand on fait toujours la même chose, on gagne un rythme et puis finalement on perd moins de temps dans la déconcentration. Et puis troisième élément, c'est ça que j'ai aussi mis en avant tout à l'heure, c'est l'invention, l'innovation, la capacité d'améliorer les machines. Alors là, nous dit Smith, quand, je le cite, quand l'attention d'un homme est toute dirigée vers un objet, donc il ne fait qu'une seule chose, c'est pour ça, il est bien plus propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les plus aisées pour l'atteindre que lorsque cette attention embrasse une variété de choses. En gros, quand vous avez des ouvriers spécialisés qui travaillent sur une seule machine, par exemple, ils auront plus de capacité à inventer des choses pour améliorer la machine. Alors ça, c'est les arguments qu'il donne dans son livre, arguments qui sont parfois un peu contestables. C'est d'ailleurs la raison peut-être pour laquelle on ne considère plus aujourd'hui que pour améliorer la croissance, il faut surtout agir sur la division du travail. C'était une idée très en vogue à l'époque de Smith, donc c'est pour ça qu'il la reprend, mais qui aujourd'hui, on va dire, un peu moins en vogue. Même s'il est incontestable que la division du travail, la spécialisation permet d'augmenter la productivité, il y a des limites à cette augmentation. Et en particulier, ici dans les exemples que j'ai donnés, imaginez que vous avez un processus de production avec 10 étapes. Vous pouvez tout à fait avoir 10 ouvriers, chacun fait une étape, et là vous êtes dans la spécialisation et dans la division du travail. Mais vous pourriez aussi tout à fait avoir un seul ouvrier qui, le premier jour, fait une étape, le deuxième jour fait une deuxième étape, le troisième jour fait une troisième étape, etc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de perte de temps, en quelque sorte. Il arrive à l'atelier, il fait une seule étape, et le lendemain, il fait une deuxième étape. Donc il n'a pas de perte de concentration, de perte de changement, etc. Si c'est un travail facile, il va très vite arriver au maximum de son habileté et il ne va pas être moins habile que quelqu'un qui serait spécialisé parce que finalement, en l'occurrence, il fait des tâches assez simples. Et puis quant à l'innovation,
Bon, là, c'est un argument un peu d'autorité. Il nous dit quand on se concentre sur une seule chose, on est plus facile à innover, à inventer des choses que lorsqu'on embrasse une variété de tâches. C'est pas du tout vrai. Parfois, c'est l'inverse même. Parfois, pour avoir des innovations un peu de rupture, il faut comprendre l'ensemble du fonctionnement de la chaîne de production. Il faut avoir différents... Alors, d'ailleurs, en passant, ne dites pas que Smith il milite pour le travail à la chaîne. Hein. Le travail à la chaîne, c'est début du XXe siècle. Hein, c'est Ford, aux États-Unis. Il milite pour la division du travail. Bien sûr, le travail à la chaîne, c'est une forme de division du travail, mais c'est pas ce à quoi pense Adam Smith. Il n'y a pas de chaîne de montage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça. C'est pas possible de mettre ça dans la bouche de Smith. Par contre, il y a bien une chaîne de production, c'est-à-dire un ensemble d'activités réparties dans la production, et y compris chez Smith, on a bien telles étapes, etc. Donc, pour revenir à l'idée, quand on veut innover, est-ce qu'il faut mieux être spécialiste d'une seule tâche ou, au contraire, être plus qualifié sur un ensemble de tâches? Franchement, c'est absolument pas dit que l'innovation est le produit de la spécialisation. Parfois, c'est même ça qu'on va plutôt faire pour innover sur un processus de production qui a différentes étapes. Parfois, avoir une vue d'ensemble, c'est mieux. Donc son argument, en fait, c'est pas un argument. C'est dire, voilà, c'est pour ça que je l'ai cité. Hein, il est bien plus propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les plus aisées pour l'atteindre que lorsque cette attention embrasse une grande variété de choses. J'aurais pu dire exactement l'inverse. Hein. Il est bien plus facile d'innover lorsqu'on a une vision d'ensemble que lorsqu'on est spécialisé, le nez dans le guidon, sur une seule tâche. Bon, les deux arguments se valent. Enfin, ce n'est pas des arguments, c'est juste des affirmations péremptoires. Donc là aussi, critiquable. Voilà. On voit bien, finalement, Smith, d'ailleurs, les chiffres qu'il donne, que vous verrez dans le TD1, ils sont eux aussi très critiquables. Hein. On multiplie la production par je ne sais combien, ce n'est pas forcément vrai. Enfin, bref. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question de savoir si Adam Smith a vraiment été visiter une manufacture d'épingles ou s'il ne fait que reprendre des textes qui existaient déjà. Alors, il y a un petit ici, donc je ne vais pas y aller là maintenant, mais vous pourrez y aller sur le PDF, petit lien vers une réflexion sur est-ce que Adam Smith a vraiment vu une manufacture d'épingles. Alors, dans le texte que vous verrez dans le TD1, dans le livre, il dit « j'ai vu ». Mais en fait, les exemples qu'il prend, et même la description des tâches qu'il fait dans la manufacture d'épingles, elle est la même que celle de l'encyclopédie française. Hein. Il parlait très bien français, Smith, hein, il a vécu en France, dans lesquels il décompose le travail de fabrication d'une épingle dans une manufacture de la même façon que Smith le fait. Alors néanmoins, alors ici, vous avez donc un lien qui dit qu'il n'a sans doute pas visité de manufacture d'épingles. Je pensais ça pendant longtemps. En fait, après, j'ai lu d'autres choses. Et comme il a été en France, etc., il est très possible qu'il ait aussi quand même visité une manufacture d'épingles, mais qu'il ait décidé, pour décrire la manière dont ça fonctionnait, de réutiliser l'article de l'encyclopédie. Donc le fait qu'il dise la même chose que l'encyclopédie ne veut pas dire qu'il n'a pas visité une manufacture d'épingles, mais sans doute que quand il a voulu décrire les tâches, il a réutilisé le texte de l'encyclopédie plutôt que d'essayer de se souvenir de ses propres souvenirs, hein, parce que voilà. Et les chiffres qu'il a donnés sont de toute façon totalement fantaisistes, parce qu'il n'a pas pu comparer une manufacture d'épingles sans division du travail avec une manufacture d'épingles avec division du travail. Il n'a pas fait l'expérience. Donc voilà, il est un peu comme certains commentateurs de l'épidémie de Covid. Voilà, il sort les chiffres de son chapeau, il dit voilà, c'est comme ça. Bon. Donc c'est pas un vrai travail scientifique qu'il a fait en fait. Et d'ailleurs, lui-même ne se pensait pas scientifique à l'époque. Il se pensait philosophe. Mais donc tout ça pour dire que voilà, sans doute qu'il a un peu brodé sur la manufacture d'épingles. Peut-être qu'il a visité une manufacture d'épingles, mais même s'il a visité une manufacture d'épingles, ça ne veut pas dire que les chiffres qu'il donne sont justes, parce qu'il n'a certainement pas pu faire l'expérience de comparaison entre une manufacture d'épingles sans division du travail et une manufacture d'épingles avec division du travail. Par contre, ce qui est intéressant, tout de même, et qu'il faut noter dans cet exemple, c'est que quelque part, il montre le lien entre l'économie et la gestion. On est en licence d'économie-gestion. C'est-à-dire qu'il montre l'importance de l'organisation. Et ça, c'est très important parce que en économie, parfois, on a tendance à oublier un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Or, Smith, il fait le lien entre les deux. Il dit la richesse globale d'une nation
va être déterminé en partie par la manière dont on organise le travail dans la manufacture ou, plus tard, on dira dans l'usine. L'importance de la gestion du management, l'importance de l'organisation du travail. Et ça, s'il le note, c'est aussi parce que à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, mais ça va s'accélérer au XIXe siècle, le capitalisme industriel va être fondé justement sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la séparation de plus en plus claire entre la propriété du capital et le travail, entre les capitalistes et les travailleurs. Dans la société traditionnelle, la plupart du travail se fait de manière artisanale. Vous avez 1, 2, 3 personnes qui travaillent autour d'une machine simple. Très souvent, d'ailleurs, on travaille tout seul, sur un rouet, par exemple, pour filer la laine. Bon, une personne, un rouet, des pédales, la roue tourne, et hop, on file la laine. C'est un truc tout simple. Lorsque on mécanise la filature, on utilise d'abord une machine hydraulique et puis ensuite une machine à vapeur. Là, on a plein d'ouvriers et une machine très chère. Et donc, dans ce cadre-là, les ouvriers, ils ne contrôlent plus la production. Ils ne décident plus de rien. Ils sont plus autonomes. C'est plus des artisans qui possèdent leur propre capital et qui peuvent décider de leur rythme de travail, de la manière dont ils travaillent. Non, maintenant, on a un employeur, un capitaliste, qui va lui-même décider de comment le travail va se faire. Et donc, on va avoir une spécialisation entre, d'un côté, les ouvriers qui vont ne faire que travailler, et donc n'apporter que du travail, qui vont être des purs travailleurs, en quelque sorte, et les capitalistes qui, eux, vont faire que gérer le travail des autres, gérer leur capital. Et donc, on va avoir apparaître l'usine moderne, en fait, qui est aujourd'hui l'entreprise moderne, qui est la séparation entre ceux qui décident et ceux qui font. Alors que le capitalisme, alors que la société traditionnelle, souvent, c'est la même personne qui décide et qui fait. Et donc, cette réflexion sur l'organisation du travail, elle est en quelque sorte prémonitoire de tout un ensemble de réflexions qu'on va avoir parce que, justement, on va distinguer ceux qui gèrent et ceux qui travaillent. Et si certains d'entre vous, vous voulez devenir DRH ou produire ou devenir responsable d'une entreprise ou devenir entrepreneur ou faire de la gestion de manière active, eh bien vous allez du coup être quelque part dans le cadre de l'entreprise en train de gérer les autres et en train de faire en sorte que de faire travailler les autres, ça va être votre rôle premier. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un travail, c'est le paradoxe, c'est aussi un travail de faire travailler les autres maintenant. Mais vous voyez, en gros, vous serez du côté du capital, pour le dire autrement, plus simplement. Mais ça, c'est normal, vous êtes à la fac. Vous n'avez pas vocation à devenir des ouvriers. Mais c'est là où, en particulier en gestion, c'est là où la chose parfois devient compliquée, ambiguë, dans le cadre du travail. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Dans le cadre d'un master 2, Nouveaux environnements économiques et entrepreneuriat éthique, que je co-gère, on organise cette semaine des ateliers avec 2 événements publics. Le premier, c'était, je ne sais pas si je ne vous ai pas en parlé, mais bon, c'était une conférence d'Emmanuel Todd lundi soir, entre 17h et 19h30. Elle a été affichée sur les... il y a encore quelques affiches d'ailleurs, puis elle a été affichée sur les écrans. Et ce soir... C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on est au cœur du sujet. On a une table ronde que j'anime à 17h en Filagon, qui permet de faire discuter un responsable DRH, la DRH de Scania. Donc là, Scania, vous connaissez, c'est l'entreprise qui fabrique des bus et des camions à Angers, avec un responsable syndical de la CFDT et une professeure de droit de l'Université d'Angers, ici, de la faculté, sur la question du dialogue social et des rapports sociaux dans l'entreprise et comment les nouvelles lois sociales organisent les rapports sociaux. Alors, ce n'est pas des questions qui, pour vous, aujourd'hui, sont au cœur de la première année d'économie, mais c'est un débat qui est extrêmement intéressant parce que, justement, on est là au cœur du sujet. Quand vous avez un management d'un côté qui doit gérer les autres et puis d'autres qui doivent travailler, vous avez une forme d'opposition entre l'intérêt du capital d'un côté puis l'intérêt du travail de l'autre. Et donc, tout ça crée des rapports sociaux complexes dans les entreprises. Et d'où l'idée de cette table ronde, qui est de faire discuter un représentant des salariés et une DRH d'une entreprise industrielle sous l'égide d'une prof de droit qui connaît parfaitement le droit social
Et donc tout ça signifie quoi? Que les rapports, aujourd'hui, les rapports entre employeurs et employés sont médiatisés en quelque sorte par la loi, par le droit social. Et ça crée des conflits. En gros, il y a un médiateur, l'État, qui va faire des lois sur, par exemple, le salaire minimum, etc., l'organisation du travail. Et puis, deux partenaires qui ont chacun besoin de l'autre, l'un de l'autre. Les ouvriers, ils ont besoin du capital des capitalistes, mais les capitalistes, ils ont besoin du travail des ouvriers. Mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes intérêts. C'est toute la complexité de l'organisation du travail. Deux personnes, deux entités qui ont besoin l'une de l'autre et qui en même temps ont des intérêts divergents, et l'importance de la loi pour coordonner tout cela. Et donc, on va discuter de cela parce que, justement, il y a beaucoup de choses à dire sur toutes les réformes du droit social, notamment les lois El Khomri, les ordonnances travail, etc., les lois Macron, lorsque Macron était ministre de François Hollande. Tout ça a contribué à, en tout cas, chercher à réorganiser les rapports sociaux dans l'entreprise. Bref, je ferme la parenthèse. Si ce sujet-là vous intéresse, venez en Amphilagon ce soir à 17h. Voilà, vous pouvez venir, sachant que l'amphi est petit. S'il y a trop de monde, vous ne pourrez peut-être pas tous venir à cause, évidemment, des normes sanitaires. Alors, je poursuis. Donc, voilà, donc on a la pensée de Smith, que je viens de vous exposer très brièvement, grossièrement, j'ai envie de dire, qui est une pensée globalement assez optimiste, finalement, puisque c'est une pensée qui va concevoir la croissance économique, nous dire que le but de l'économie politique, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'amener l'abondance aux ouvriers, au peuple, et en même temps d'enrichir le souverain et de financer les services publics. Donc, derrière la pensée de Smith, il y a un côté très optimiste, ou en tout cas quelque chose qui dit, voilà, grâce à l'économie, vous allez tous être plus riches. D'où d'ailleurs le titre de son livre, La richesse, enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et d'ailleurs, quand il commence le livre, son livre avec la division du travail dans la manufacture d'épingles, il montre comment est-ce que par la division du travail, tout d'un coup, les rendements explosent, tout le monde est plus riche, on produit davantage d'épingles. Bon, mais ça, il écrit ça en 1776. Ce livre, très vite, devient très fameux. Il est traduit dans de nombreuses langues, il va être étudié par de nombreuses personnes. C'est la raison pour laquelle, derrière, plein d'économistes, plein de penseurs, d'intellectuels vont reprendre les idées de Smith. Mais il va aussi être utilisé pour un certain nombre de personnes, par exemple de personnes qui vont dire, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a une croissance économique, si on va vers une opulence, alors il est scandaleux qu'on ait encore des gens misérables. Donc il porte en lui ce germe de révolte, de révolution, et qui n'est plus simplement un germe, puisque en 1789, on a bien la révolution réelle qui apparaît en France. Et l'Angleterre n'est pas très loin de la France, et l'Écosse pas beaucoup plus. Alors Adam Smith, lui, meurt en 1790, donc il ne voit pas le bout de la révolution, mais de nombreux économistes qui vont le succéder vont, eux, voir les conséquences de la révolution. C'est-à-dire le peuple qui dit, maintenant, enrichissez-nous. Si vous ne le faites pas, nous, on va vous couper la tête. C'est ce qui se passe en 92. Première République, désordre révolutionnaire, fuite de nombreuses personnes de la noblesse en Angleterre et dans d'autres pays, guerre civile en France, puis guerre avec les autres pays européens. Tout ça va très mal se finir. Et évidemment, l'aristocratie anglaise trouve absolument insupportable l'idée d'une révolution française. Bon, et donc les auteurs et les économistes, j'ai dit tout à l'heure, ils sont plutôt en général au service de l'idéologie dominante, ils vont contribuer par leur pensée aussi à atténuer l'idée que il est possible d'avoir une croissance généralisée, et notamment de rendre tout le monde plus riche, et en particulier les pauvres. Et ils vont donc concevoir de nouvelles théories. Je réponds un peu à la question qui m'a été posée, c'était vous, tout à l'heure, sur comment les idées changent. Comment les idées changent? Parce que la société change. Et ce qui va faire changer les idées, là, c'est notamment la Révolution française et la terreur, sans jeu de mots, qui s'empare des monarchies régnantes en Europe. Qui se disent, si en France, qui était quand même la puissance la plus importante d'Europe de l'époque, c'était la plus grande puissance démographique et militaire, c'était une monarchie absolue. Si ça s'effondre, qui va être le suivant?
on pourrait penser avec un énorme anachronisme, qui sont comme les États-Unis pendant la guerre froide, en disant il faut éviter la chute des dominos et l'extension du communisme. C'est pour ça qu'ils sont allés en Vietnam. De la même façon, les Anglais disent qu'il faut absolument éviter que l'esprit révolutionnaire gagne les autres peuples, d'où ces conflits, cette guerre, mais aussi certains économistes qui sont assez proches du pouvoir, bien sûr, et qui vont chercher à montrer que non, attention, il ne faut surtout pas donner trop d'argent aux pauvres, parce que sinon, tout cela est impossible, et sinon on va arriver à la misère de tous. Alors, cette idée selon laquelle il ne faut surtout pas donner trop de richesse aux pauvres, on va la retrouver chez deux grands économistes de l'époque, de la fin 18e, début 19e, que sont d'une part Thomas Malthus et David Ricardo. Alors, c'est eux qu'on va un peu étudier. Alors commençons par Malthus. Vous voyez, Malthus, il est né en 1766, 10 ans avant la publication de La richesse des nations. Donc ce n'est pas du tout la même génération que Smith, mais il a lu Smith, bien sûr, et il est au fait de la pensée de son époque. On peut même considérer, je ne sais pas si c'est marqué ici, oui, c'est marqué ici, que c'est le premier économiste anglais. Il est anglais, d'ailleurs, en passant, pas écossais. Premier économiste réel, parce que Smith était philosophe, mais lui, il obtient une chaire d'histoire et d'économie politique au East India Company College en 1805. Donc, il est officiellement un économiste, puisqu'il est un universitaire qui enseigne et qui travaille sur l'économie politique. Et l'économie politique, c'est le terme lui-même de Smith. Lui-même, il a défini le terme économie politique dans son introduction de son livre 4. Donc on a bien ici le premier économiste officiel, on va dire, en Angleterre, c'est-à-dire un universitaire qui étudie l'économie. Mais vous voyez qu'il est aussi titulaire d'une chaîne d'histoire. Donc là aussi, à l'époque, on ne dissociait pas forcément l'économie des autres disciplines. Là, il étudie l'histoire. Alors pourquoi ? Parce que son premier livre, et c'est sur le principe de population, qui est publié en 1798 et qu'il fait connaître, c'est une réflexion plutôt historique sur les limites de la croissance démographique. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors sinon, c'est un pasteur anglican. Alors attention, quand on est pasteur, on peut se marier en Angleterre. Donc il avait une famille, il était lui-même issu d'une famille aisée. Donc il vient bien, on va dire, de l'élite de l'Angleterre. Il est financé par l'East India Company College, qui est, comme son nom l'indique, une université privée financée par la Compagnie des Indes orientales. La Compagnie des Indes orientales, c'est sans doute le cœur du cœur de la bourgeoisie anglaise. C'est-à-dire c'est là où il y a les grands commerçants les plus riches. C'est un pouvoir extrêmement important. C'est elle qui va coloniser l'Inde, qui est déjà en train de coloniser l'Inde à l'époque, et qui a une armée privée, qui a un État dans l'État. On parle aujourd'hui des lobbies, des big pharma, etc. Mais alors je vous garantis que l'East India Company, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est un immense empire commercial extrêmement puissant qui donc finance un certain nombre de choses et donc finance une université dans laquelle elle nomme Malthus. Donc vous voyez que Malthus, ça ne va pas être, on va dire, un communiste, quoi. Il sert le capital, si je puis dire, très clairement. Donc, alors, s'il est nommé, c'est justement parce que les thèses qu'il défend sont des thèses qui intéressent, que veut valoriser la grande compagnie anglaise des Indes orientales. Malthus publie, donc, vous voyez, il n'est pas très âgé, il a 32 ans, 32 ans, 98, et il publie un essai qui va le faire connaître en Angleterre et dans le monde entier, et qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, vous voyez, donc c'est l'essai sur le principe de population. Alors, cet ouvrage, c'est un ouvrage, là aussi, qui est à la fois historique, qui est très ambitieux sur le plan intellectuel, mais qui est aussi très politique. L'objectif de Malthus, c'est dans un contexte de révolution française, de guerre avec la France. En 98, on n'a pas fini la Révolution française. On a toujours là finalement l'épisode révolutionnaire, il se termine avec la chute de Napoléon, 1815. Donc on est dans des périodes de troubles, de guerre et de réflexion assez, effervescente sur qu'est-ce qu'il faut faire
Hein, quel est le rapport, comment on doit gérer le peuple? Voilà, c'est ça la question. Hein, pour pas qu'il se révolte et qu'il coupe la tête des rois. Et donc, on a des thèses issues de certains révolutionnaires, donc le marquis de Condorcet, alors qui publie juste avant de mourir un révolutionnaire hein, qui soutient la Révolution française en 1794 et qui va, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, expliquer justement, vous voyez, tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un texte quasiment utopique qui dit à l'avenir, l'humanité va progresser. Elle va progresser dans l'esprit parce qu'elle va progresser matériellement. C'est-à-dire que le fait que les gens vont être plus riches, eh bien, ça va entraîner une progression de l'esprit humain. Et donc, quelque part, il parie sur un progrès économique et social constant. Et puis, on a un Anglais, William Godwin, un an plus tôt, qui publie un livre qui propose un système de protection sociale généralisée, qu'il dit qu'il faut s'attaquer aux lois sur les pauvres, mais non pas pour les supprimer, mais pour les libérer. Alors, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, et ça fait très longtemps que ça existe, hein, depuis Élisabeth Ier, depuis le XVIIe siècle, mais même ça existait déjà auparavant, on avait un système d'assistance aux pauvres. Là aussi, une chose entre parenthèses, au Moyen-Âge, dans tous les pays d'Europe occidentale, en particulier, on avait des systèmes d'assistance aux pauvres. Et j'ai envie de dire, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des systèmes d'assistance aux pauvres. Les pauvres ne meurent pas de faim, sauf si l'ensemble de la société essaie de mourir de faim. Par exemple, ici à Angers, le musée Jean Lurçat, il est à la place d'un ancien hôpital. Cet hôpital, il date du Moyen-Âge. Et à l'époque, hôpital, ce n'est pas un endroit où on soigne des gens, c'est un endroit où on soigne des pauvres. Parce qu'on n'a pas de médecine qui permet de soigner vraiment les gens, mais on peut par contre les accueillir et leur donner à manger. Et quand vous regardez, donc si vous allez au musée Jean Lurçat, vous verrez, il y a un jardin médical, donc c'est là aussi où on a des plantes médicales, mais qui servent à soigner encore une fois des pauvres. Hein. Et derrière, il y a une petite pente sur laquelle on cultivait de la vigne. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, le vin, c'était la boisson saine, c'est la boisson qui n'avait pas, à cause de l'alcool qu'elle contient, n'a pas de microbes. Et donc on donnait du vin aux pauvres. Donc vous voyez, au Moyen-Âge, on avait ainsi dans toutes les villes de France, donc ici à Angers, mais dans toutes les villes de France, enfin du royaume de France à l'époque, on avait des lieux pour accueillir les indigents et les pauvres. Bon, en Angleterre, c'est pareil. Alors le truc, c'est, on avait donc la loi sur les pauvres qui disait que les pauvres devaient, quand ils étaient trop pauvres, ils devaient trouver assistance auprès de la paroisse anglicane, donc, qui devait financer leur nourriture et qu'ils aient un minimum de bien-être. Et pour cela, eh bien, il y avait une taxe, la poor tax, qui permettait de financer l'assistance aux pauvres. La spécificité de cette loi sur les pauvres, c'est que les pauvres ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas quitter, déménager, aller dans une autre paroisse. Une fois qu'ils étaient pris dans l'emprise, on va dire, de l'assistance, eh bien, ils devaient rester dans cette paroisse. Il y avait aussi des obligations de travail en échange, obligations de travail qui marchaient moyennement, hein, parce que si on ne travaillait pas, on nous donnait quand même à manger. Donc c'était, on va dire, un système d'obligations qui était en fait assez lâche. Pas très lâche au sens... qui n'était pas très rigide, en fait, hein, qui n'était pas forcément très imposé. Voilà. Et donc ces deux auteurs écrivent dans les années 1790 pour expliquer qu'on allait pouvoir avoir un système de progrès universel, à la fois social et sur les points de vue de l'esprit. Et donc, Malthus écrit un livre pour répondre à ces auteurs utopiques, pour leur dire non, ce n'est pas possible. Oui, il faut supprimer l'assistance aux pauvres, mais pas pour le remplacer par un autre système d'assistance, mais pour supprimer toute assistance aux pauvres, parce que sinon les pauvres vont nous submerger. Alors je vois qu'il est l'heure, et donc je continuerai ça demain. Et donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit en live. Si j'oublie, c'est pas grave, vous l'aurez après. Merci, et donc à demain en ligne.